Donc bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre petit déjeuner du SNAC BD organisée par le SNAC, soutenu par le festival et évidemment aussi la SAIF. Brièvement, nous allons parler des bouleversements donc, du statut des auteurs au niveau fiscal, social. Nous allons commencer par le social, ensuite le fiscal. Je vais vous présenter un petit peu les invités, enfin les intervenants plutôt. Emmanuel de Rangerville, j'ai bien dit pour une fois, qui est délégué général du SNAC, juriste également, et qui s'occupe évidemment du syndicat. Et c'est souvent lui qui se retrouve dans les réunions un petit peu compliquées avec des tas d'acronymes et qui nous explique ensuite ce que ça veut dire et comment ça se passe, comment ça va se passer pour les auteurs, et qui défend évidemment le point de vue des auteurs avec nous. Et on essaie comme ça de défendre le programme. Et ensuite, nous avons Guillaume. Lano, pardon, qui est plasticien, c'est ça? Tu es plasticien maintenant? Ouais, scénographe. Graphiste. Ouais. Et puis tu es par ailleurs aussi au conseil d'administration de la SAIF, qui participe notamment à faire que ces petits rendez-vous existent. Donc voilà. Et évidemment aussi avec nous un autre auteur, pilote du SNAC, Johan. On dit Johan, parce qu'à chaque fois j'ai dit Johan, à chaque fois c'est pas grave. Et donc toi tu es pilote aussi au SNAC, et tu vas avec moi, parce que comme c'est un débat un peu technique, on est désolé de ça, mais en même temps qui va impacter concrètement la vie des auteurs. Donc on va essayer d'être le plus clair possible. Si vous ne comprenez pas, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Et on va essayer, nous, de ramener ça à hauteur de compréhension, pour nous-mêmes aussi, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se tramer. Deux gros dossiers, de gros sujets. Il y a effectivement le statut, comme je disais, le statut social, tout ce qui va se passer pour les auteurs, et le statut fiscal qu'on fera ensuite, pour savoir comment ça va se passer. Social, c'est tout ce qui est AGSA, MDA, pour faire simple. Pour ceux qui passent des noms, c'est des acronymes qui disent quelque chose en général pour les auteurs. Et puis tout ce qui est couverture sociale. Et puis le fiscal, évidemment, c'est les impôts pour faire encore plus simple. Et là, je sais que ça ne me plaît pas du tout, Emmanuel, parce que c'est trop simple. Non. Vous êtes présent. Ah oui, pardon, moi je suis, effectivement, excusez-moi, je ne suis pas présenté. Je suis Marc-Antoine Boisdin, vice-président du groupe BD pour le SNAC, et puis auteur, évidemment, dessinateur, qui essaie de se dépatouiller avec toutes ces informations diverses et variées. Je propose qu'on attaque tout de suite, parce qu'on a des points, ça va être assez court par point, puisqu'on a 6-7 points à voir. On va laisser un peu de temps aussi pour les... Et évidemment, laisser un peu de temps pour que vous puissiez aussi poser des questions si vous en avez, évidemment, et puis si vous n'avez pas compris des points, des choses comme ça, évidemment. Donc, on va entamer par le sujet un peu de l'année qui est la CSG. Alors, qu'est-ce que c'est la CSG? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Sans bouleverser ton ordre du jour, est-ce qu'on peut commencer par l'intervention de Guillaume pour présenter un petit peu la SAIF et l'action de la SAIF, comme ça, oui, ça justifierait l'aide qu'ils nous ont apportée pour l'organisation de ce petit déjeuner professionnel? Merci. Donc moi je suis aussi auteur, j'étais graphiste et je suis de plus en plus scénographe. Et donc je suis administrateur de la SAIF, qui est la Société des auteurs de l'image fixe, qui est une des deux sociétés qui gèrent les droits d'auteur dans le secteur, l'autre étant la DAGP. Voilà, donc l'activité de la CEF, c'est de collecter les droits d'auteur et de les redistribuer aux auteurs. Donc, pour faire très très vite, parce que je vais pas, voilà, on ne va pas développer, et en plus le temps nous est compté, mais vous avez des droits individuels que vous pouvez gérer ou dont vous pouvez confier la gestion à une société d'auteurs. Et il y a toute une part extrêmement importante qu'on appelle les droits collectifs, qui sont perçus sur l'essentiel des supports vierges, c'est-à-dire que quand vous achetez un ordinateur, un téléphone, que vous faites des photocopies, etc., il y a toujours une petite somme qui est collectée pour être ensuite redistribuée aux auteurs. Ça représente un certain nombre de millions d'euros, on doit en être à entre 250 et 300 millions d'euros à peu près par an, il me semble, de droits collectifs. Et ces droits collectifs, ils sont extrêmement importants, parce que si vous n'êtes pas dans une société d'auteurs, vous ne pouvez pas les percevoir, simplement parce qu'il n'y a pas de
de maillons pour qu'on puisse vous redistribuer cet argent-là. Et donc le travail des sociétés d'auteurs et de la CEF notamment, c'est de faire cette répartition. C'est aussi de traiter vos dossiers individuellement quand vous avez des problèmes à vous faire rémunérer vos droits, ce qui n'arrive jamais, on est tous aussi bien placés pour le savoir, mais bon, sait-on jamais, ça peut servir. Et voilà, et donc la CEF existe depuis 19 ans cette année, on fêtera le 20e anniversaire l'année prochaine, et moi, c'est vrai on n'a aucun intérêt à développer la société, sinon de faire qu'elle collecte de plus en plus et qu'elle redistribue de plus en plus aux auteurs. Il se trouve que cette année, on a une bonne surprise, parce qu'on a touché 1 200 000 euros de droits collectifs venant d'Allemagne, ce qui va très nettement augmenter les reversions qu'on va faire aux auteurs. Et donc voilà, vous avez tout intérêt, si ce n'est déjà fait, à être adhérent à une société d'auteurs. Le montant est le même, quelle que soit la société, c'est un gros investissement, un 15,24 € à vie. En fait, vous achetez une part sociale, ça fait de vous un petit actionnaire. Et avec ces 15,24 €, vous êtes assuré, pour peu que vous ayez un minimum de diffusion, de récupérer votre mise la même année, dès la redistribution de droits suivante. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, quand on connaît un peu le système, que tous les auteurs ne soient pas dans une société d'auteurs, parce que c'est essentiel, ça vous protège et ça vous ouvre quelques rémunérations qu'il n'est jamais désagréable de toucher, d'autant que vous n'avez rien à faire pour les percevoir, si c'est une déclaration de temps en temps. Vous avez une évaluation un peu du nombre d'auteurs qui n'adhèrent pas justement et qui en fait passent à côté de... En fait, en négatif, il y a environ en France, on doit être à peu près 18 000 auteurs qui sont membres des deux sociétés ADAGP plus CEF. Il y en a à peu près 6 000 à la CEF, parce qu'on est nettement plus jeune que la DAGP. Donc 18 000 auteurs, il suffit de faire la soustraction avec les cotisants. Alors après, comme il y a des secteurs, si on prend les professionnels maisons des artistes, on est environ 60-65 000. On additionne ceux de la GESA du secteur. Alors là, j'ai pas les chiffres, mais bon, je sais pas, peut-être 20 000 sur l'image, AGESA, sur l'image, non, beaucoup moins que ça. BD, photographe. C'est les affiliés, oui. sont les affiliés. Ouais, après, si on compte les assujettis, c'est compliqué, comme tu le sais, oui, mais savoir. Uniquement sur le secteur de l'image fixe, donc le champ potentiel de la SAIF, peu importe, ça en fait quand même énormément qui ne sont pas membres d'une société d'auteurs, alors qu'il n'y a strictement rien à perdre. Dans le pire des cas, si la société coulait, ce que j'espère pas, et a priori c'est pas parti pour, vous perdez 15,24 €. La perte est modeste, quoi. Donc voilà. Et donc sur les droits collectifs, il y a 25% qui sont collectés au titre de l'action culturelle, de la formation professionnelle, et donc que l'on reverse. Et c'est à ce titre-là que la CEF peut participer, aider financièrement un certain nombre de festivals, d'organisations d'expos, de rencontres, et de contribuer à la formation professionnelle des auteurs. Voilà. Et merci d'aider l'organisation de ce petit déjeuner professionnel. Petit déjeuner, ça veut dire que vous avez le droit de vous servir, y compris là maintenant, parce qu'après ce sera trop tard, ce sera froid, ce sera rassis. Donc n'hésitez pas, levez-vous et servez-vous. Voilà, alors la CSG, contribution sociale généralisée, comme vous l'avez tous vu, entendu, la CSG a augmenté pour tous les Français au 1er janvier 2018 de 1,7%. L'annonce faite par le gouvernement était de dire ça sera un gain de pouvoir d'achat pour les actifs, parce que en contrepartie de la hausse de la CSG, nous baisserons les cotisations sociales ou certaines cotisations sociales. Sauf que pour les auteurs, ça ne pouvait pas fonctionner, puisque les cotisations sociales qui devaient être baissées ne sont pas des cotisations sociales qui, pour certaines, s'appliquent aux auteurs, en particulier la cotisation chômage. Donc sur le 1,7 d'augmentation depuis le 1er janvier 2018, en réalité, ne sont pas compensés 0,95% actuellement. Le ministère de la Culture nous a dit « nous avons gagné la bataille, nous avons obtenu que l'État puisse compenser pour 2018 et que l'État envisage de compenser de façon pérenne pour les années d'après le 0,95%
droits d'auteur non compensés actuellement. Au jour d'aujourd'hui, les 0,95 ne sont toujours pas compensés. Et le système qui devrait avoir été mis en place n'est toujours pas complètement finalisé. Pour 2018, ce qui est prévu, c'est qu'en 2019, l'AGESA ou la MDA, qui doivent signer une convention avec le ministère de la Culture, devraient mettre en place des modalités pratiques de compensation pour les auteurs affiliés du 0,95% non compensé en 2018. Et là, je sens que j'en ai déjà perdu un certain nombre. Si vous n'êtes pas affilié, ça veut dire que vous êtes simplement assujetti à l'AGESA. Pour la MDA, il n'y a pas trop de distinction entre affilié et assujetti, mais à l'AGESA, il y a de grosses distinctions entre affilié et assujetti. Si vous êtes simplement assujetti à l'AGESA, vous ne payez pas la cotisation vieillesse. Donc l'AGESA ne vous connaît pas, d'une certaine façon, en tant que dossier d'auteur. Pour le moment, ça va changer en 2019, mais ça, c'est les réformes de sécurité sociale dont on parlera après. Donc, ça veut dire que le périmètre de la compensation qui est envisagé par le ministère de la Culture, pour 2018, est en fait très imparfait, puisque tous les auteurs, sur tous leurs droits d'auteur, ne seront pas compensés. Voilà. La conclusion, ça pourrait être, quand le ministère de la Culture a dit « nous avons gagné », la réponse aurait pu être mensonge. Mais on n'est pas dans cette disposition d'esprit, donc on ne le dira pas. Mais voilà, on le pensera quand même. Pour 2019, alors là, par contre, la mission qui a été désignée pour réfléchir à un système pérenne n'a toujours pas rendu des décisions qui ont été validées par le gouvernement, et en particulier par Matignon. Donc, des arbitrages qui, semble-t-il, n'ont pas été faits. Arbitrage entre culture, affaires sociales et éventuellement ministère des Finances. Et donc pour le moment, on est toujours dans l'attente de savoir quel système pourra faire qu'effectivement, il y ait une compensation du 0,95% sur les droits d'auteur. Sur l'année qui arrive. Sur 2019 et les années suivantes. Sur 2018, il y a un texte qui a été voté, mais on attend la convention et on attend les modalités pratiques. D'accord. Non, non, j'ai rien de plus à dire. Il y a des interventions sur le sujet CSG ou... C'est-à-dire, CSG concrètement, pour faire très simple pour les auteurs, c'est quand vous avez pour les auteurs de BD, vous avez des lignes sur le précompte qui est envoyé par votre éditeur, il y a une ligne CSG et c'est ça qui est augmenté. Et c'est ça qui n'est pas encore compensé. Donc il y a des pistes qui sont envisagées, mais est-ce qu'il y a un calendrier qui est fixé là-dessus pour essayer de trouver des solutions concrètes pour 2019 ? Alors, pour l'année 2018, normalement, avant l'été 2019, il devrait y avoir le système de compensation dont je viens de vous parler. Mais il y aura une démarche à faire par les auteurs pour obtenir la compensation du 0,95%. Quand on aura les modalités pratiques, on les mettra sur le site, on les diffusera, pour que les auteurs sachent quelle démarche ils doivent faire sur le sujet. C'est clair sur le point CG ? En ce qui concerne on va passer au point suivant, je propose. La GSA MDA. On a entendu beaucoup de choses là-dessus. GSA MDA affilié assujetti, je pense qu'on va commencer par ça pour expliquer ça d'abord. C'est-à-dire affilié assujetti, pour ceux qui ne connaîtraient pas la subtilité, c'est qu'effectivement, comme disait Emmanuel, on est de base assujetti. Moi-même j'ai du mal. On est de base assujetti. Par contre, pour ce qui est, en tout cas, peut-être pas la MDA, mais effectivement la GSA, c'est les deux systèmes de sécurité sociale des artistes-auteurs. On est obligé de faire la démarche, en tout cas, et demander à la GSA d'être assujetti, d'être affilié, pardon, décidément, d'être affilié, et pour être affilié, il faut avoir passé les 8 000 € de revenus annuels. Donc, moi, par exemple, pour être tout à fait concret, je ne l'ai pas fait pendant 10 ans, ce qui fait que je n'ai pas cotisé à ma retraite pendant 10 ans. Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup d'auteurs comme moi qui sont dans cette même situation et qui, en fait, ne savent pas, ils voient une ligne sur leur précompte AGSA, dire bah, c'est bon, je cotise, en fait. Mais en fait, déjà, c'est pas du tout les mêmes pourcentages, parce que c'est juste la ligne assurance maladie qui est de 1. Alors, c'est plus l'assurance maladie, puisque ça a été supprimé, maintenant c'est la vieillesse déplafonnée, 0,4.
Voilà, donc bon, voilà, il y a des subtilités, mais toujours que c'est un pourcentage beaucoup plus faible, parce que évidemment que cotiser pour sa retraite de base, c'est plutôt autour de 7%. On va faire ça. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette nuance affiliée assujettie en 2019? Je ne sais pas qui me... Guillaume voudra peut-être intervenir sur le sujet, mais en ce qui concerne ce sujet-là, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que au 1er janvier 2019, la distinction affiliée-assujettie disparaît. Alors, la conséquence de ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus cette demande d'affiliation à faire pour les auteurs à partir du 1er janvier 2019. Tous les auteurs devront payer toutes les cotisations du régime artiste-auteur, ce qui inclut la suppression donc, de la distinction assujettie-affiliée, laquelle était principalement le fait que la cotisation vieillesse n'était pas appelée auprès des auteurs AGSA quand ils n'étaient que assujettis et pas affiliés. Bon, je ne prends pas de position sur il aurait fallu, il n'aurait pas fallu. La réalité, c'était juste ça. Demain, Michael, tu auras la parole, pas demain, là, donc, au 1er janvier 2019, quand il y a un précompte sur les notes de droit d'auteur ou sur les relevés de vente que vous recevez, toutes les cotisations, alors ça concerne les éditeurs français, ça ne concernera pas les éditeurs belges ou suisses qui ne sont pas soumis à la législation française. Mais tous les auteurs, sur les notes de droit d'auteur, sur les relevés de vente, verront le précompte, verront sur leur précompte apparaître cette ligne cotisation vieillesse 6,90%. C'est ça, ok. Okay. Donc pour ceux qui étaient avant affiliés, il n'y aura pas de changement, sauf que le 6,90 va être payé à la source, au lieu d'être payé avant par des appels de cotisation auprès de l'auteur. Pour ceux qui n'étaient qu'assujettis, la conséquence, c'est qu'il y aura 6,90% de plus. 6,90% de plus, mais des droits à retraite qui viendront s'ouvrir. Alors qu'avant, il n'y avait pas de droit à retraite sur des droits d'auteur qui ne faisaient pas l'objet de paiement de la cotisation vieillesse. Donc, il faut comprendre qu'il y a une augmentation effectivement, mais qu'il y a des droits qui arrivent aussi. Alors, il y a Marc-Antoine qui va intervenir, mais après... oui, je sais pas si le micro. Non, pardon. Justement, je vais terminer avec le... Non, en fait, je voulais juste, pour essayer de ramener ça un peu à des choses très concrètes, effectivement, ça veut dire qu'il y a effectivement une ligne en plus qui va s'ajouter dès le 1er janvier 2019 sur les précomptes, sur ce que nous envoie l'éditeur pour dire oui, j'ai payé tant de pages. Il y a une ligne supplémentaire qui va s'ajouter et qui va qui est de cotisation de environ 6,9. C'est pas environ, c'est 6,9. Environ 7% plutôt. Et donc qui va évidemment se soustraire, c'est la différence entre le brut et le net que vous touchez, mais par contre qui va ouvrir de nouveaux droits pour ceux qui n'étaient pas inscrits comme moi je l'ai fait pendant 10 ans. C'est-à-dire que maintenant ça ne sera plus possible la situation a priori. C'est-à-dire que ça ouvrira des droits quoi qu'il arrive parce que justement tout le monde va cotiser. Mais par contre, après se pose aussi l'ouverture des droits, il faut quand même un certain nombre de trimestres, tout ça, mais peut-être on y reviendra. Et aussi, je voudrais aussi dire qu'on reviendra peut-être aussi sur la différence entre MDR, que tu connais bien, et AGSA, et comment ça se passe au niveau de la filière assujettie peut-être. Mais je vais passer avant la parole à Mickaël qui avait une question. Je veux juste une confirmation. Ça veut dire que c'est l'éditeur qui va prélever sur notre brut, c'est 6,14 € pour 100 € par exemple de 8 pages. Tout à fait. Voilà. Donc on aura 6,90 € en moins directement quand on touche notre net via l'éditeur. Alors que jusqu'à maintenant, il me semble que c'était aux auteurs, trimestriellement, il me semble, de... C'est ce que j'ai dit. Donc il y aura d'une part une simplification, parce que souvent les auteurs oublient, ou enfin, c'est un peu compliqué quand il faut faire soi-même sa déclaration AGSA. Donc peut-être que ça peut apporter une forme de simplification de déclaration AGSA. Et non, oui, non. Bah, a priori, il faut quand même déclarer. Il faudra quand même que l'auteur le déclare. Parce que si l'éditeur le fait, verse les 6,90%, est-ce que l'auteur a encore quelque chose à faire derrière? Oui. Et puis après, la deuxième réflexion, c'est peut-être à négocier avec son éditeur cette compensation de frais. Donc, ce que tu as dit est tout à fait exact. Il faut quand même distinguer entre deux situations qui peuvent éventuellement se présenter aux auteurs. C'est-à-dire que tu as des auteurs qui sont fiscalement en traitement et salaire, et là on est dans le cas de ceux qui sont précomptés, normalement précomptés, et puis tu as le cas des auteurs qui sont en BNC, qui déclarent fiscalement en BNC,
Et sauf erreur ou dysfonctionnement, qui ne devraient pas avoir de précompte et qui là vont continuer, même dans le nouveau système, à gérer leur cotisation retraite en fonction de leurs bénéfices non commerciaux majorés de 15%. Donc le système pour les BNC, pour ceux qui sont en BNC, ne va pas changer fondamentalement par rapport à ce que j'ai dit là. Mais peut-être que Guillaume veut rajouter un mot. Donc, c'est ça, la réponse, c'est oui. Si on est en traitement et salaire, s'il y a un précompte, l'auteur n'aura pas à s'en occuper, sauf qu'il y a des auteurs qui font des notes de droit d'auteur. Et donc, eux devront s'en préoccuper pour inscrire dans leur note de droit d'auteur la ligne supplémentaire. Pour ceux qui reçoivent juste un relevé de vente d'un éditeur, lequel calcule les cotisations prélevées, effectivement, la ligne figurera, mais l'auteur n'a rien à faire de particulier. D'accord ? Après, le fait de dire à l'éditeur « Ah, les cotisations augmentent, la CSG n'est pas compensée, etc. Donc, je veux une rémunération augmentée », je pense que ça résulte simplement de la négociation entre les auteurs et les éditeurs et que ce n'est pas forcément gagné à l'avance de simplement dire à l'éditeur « Les charges augmentent, donc il faut que tu augmentes la rémunération ». Mais la question va sans doute se poser à un moment donné quand même avec acuité, parce que comme les charges augmentent sur les droits d'auteur, donc le reste disponible pour l'auteur est moins important. Et à un moment donné, pour exercer un métier, il faut quand même avoir la possibilité d'en vivre. Donc si ça continue comme ça, là aujourd'hui on est à peu près à 24-25% de charges sur les droits d'auteur, si jamais il y a cette réforme de la retraite universelle, où on dit 1 euro cotisé, même droit pour tout le monde, passe, alors c'est pas tout de suite, mais ça veut dire qu'il va y avoir une très sensible augmentation des charges. Qui va prendre en compte cette augmentation des charges? Est-ce que ce sont les auteurs? Est-ce que c'est une contribution plus importante des diffuseurs? Est-ce que c'est des fonds que l'État va pouvoir dégager pour financer la couverture sociale des auteurs? Là, pour le moment, on est dans le grand flou. Tu veux intervenir? Excusez-moi, juste pour ajouter par rapport à ce qui a été dit. Juste, moi je vous connais, mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Attends, je vais donner le micro parce que... Benjamin Servan, expert comptable spécialisé dans l'accompagnement de l'auteur. Il ne faut pas voir le fait de continuer de faire les déclarations comme une contrainte, tout simplement parce que c'est aussi le seul moyen de pouvoir confronter ce qui est déclaré par l'éditeur et perçu par l'auteur. Le seul moyen de contrôle de la GSA sur est-ce que les cotisations ont bien été versées pour reconnaître la rémunération de l'auteur, c'est de pouvoir confronter les déclarations des deux parties. Donc le fait de continuer de faire sa déclaration trimestrielle ou annuelle, c'est pas une contrainte, c'est simplement de s'assurer que les choses sont faites proprement, sans vouloir, sans présumer de ce qui pourrait être fait d'un côté ou de l'autre. C'est le seul moyen de contrôle de la GSA. Alors on n'a pas, je vais passer la parole à Guillaume, mais on n'a pas fini d'épuiser ce sujet-là. Donc au 1er janvier 2019, les cotisations précomptées incluront la cotisation vieillesse. Mais au 1er janvier 2019, il y a aussi une autre chose qui se passe, c'est que le recouvrement des cotisations n'est plus entre les mains de l'AGSA et de la MDA, mais entre les mains de l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui va sans doute déléguer une URSSAF, sans doute l'URSSAF Limousin, pour effectuer ce travail de recouvrement. Ça, on en parle. Oui, mais on en parle maintenant parce que le sujet déclaration vient d'être abordé. Et donc la question de la déclaration, elle est à réaborder après, elle n'est pas trimestrielle pour les auteurs, elle est annuelle, elle continuera à être annuelle. La grosse différence, c'est qu'avant, il y avait 20 000 personnes à la GSA qui faisaient des déclarations, et que demain, il y aura 190 000 personnes qui devront faire des déclarations. Et dans ces 190 000 personnes, il y a une très grande partie de ceux qui sont concernés qui n'en ont rien à faire, parce qu'ils sont par exemple retraités. Et que donc, le contrôle de ce qui se passe, si c'est précompté à la source, c'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent juste, c'est ne rien avoir à faire. Donc là, il y a quand même, dans le cadre de la réforme, pour certaines populations, des contraintes administratives qui sont soit inutiles, soit surabondantes. Dans le cas du précompte, pour ceux qui ont absolument tout payé au stade du précompte via les tiers qui leur ont versé les droits d'auteur. Mais on va en reparler après. Oui, en fait, on ne vous a pas tout dit, mais parce que par ailleurs,
au-delà du fait que je suis administrateur de l'ASEF, je suis aussi membre du bureau national du syndicat national des artistes plasticiens CGT, dont j'ai été trop longtemps secrétaire général. Donc nous, on est aussi très impliqués sur toutes ces problématiques-là, parce que les conséquences peuvent être très très lourdes pour les auteurs. En l'occurrence, s'il y en a parmi vous qui sont cotisants Maison des Artistes, en réalité ça ne change rien, parce qu'à la Maison des Artistes, depuis toujours, il y a des comptes auteurs, c'est-à-dire que tous les auteurs sont individuellement identifiés, et on a toujours payé l'ensemble des cotisations sur tous les montants, qu'on soit assujettis ou affiliés. Donc voilà, pas de changement, si ce n'est qu'effectivement, sauf si vous voulez l'aborder plus tard, mais comme il en a déjà été question, je rebondissais sur ce que disait Emmanuel. Nous, ça fait aussi maintenant 3 ans que c'est l'URSSAF du Limousin qui gère les appels de cotisation. À partir du 1er janvier 2020, c'est cette même URSSAF qui va faire aussi le recouvrement, etc. Ce à quoi ça revient, c'est d'exploser la Maison des Artistes et l'AGESA. Alors, on a des promesses de maintenir un embryon de service pour l'instant, qui sont, enfin, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. La réalité, c'est qu'il y a actuellement 100 personnes qui gèrent les 2 organismes qui sont quasiment réunis. Il y a environ 40 personnes qui gèrent uniquement les dossiers des auteurs, donc effectivement les 190 000 déclarations potentielles faites par les auteurs, et que pour l'instant les projets de la sécurité sociale, c'est d'en garder 8 personnes. Donc on explose d'un côté les déclarations, on réduit drastiquement les personnels pour les traiter. Alors on a fait un calcul qui est un peu artificiel, parce qu'une partie des déclarations seront gérées par l'URSSAF de Limousin, mais si ces 8 personnes devaient gérer l'ensemble des déclarations, elles auraient 37 500 dossiers chacune à gérer. Donc là, on a quand même un vrai souci de fond, c'est-à-dire que l'organisme qui nous était dédié, spécifique, qui connaissait la vie et les difficultés des auteurs, disparaît au profit d'une gestion beaucoup plus administrative. Alors après, je ne fais pas de procès d'intention aux salariés de l'URSSAF du Limousin, qui sont sûrement pleins de bonne volonté, mais qui ne connaissent pas le fonctionnement des auteurs. Et donc il va falloir qu'on rentre dans un fonctionnement beaucoup plus automatisé et dépersonnalisé que ne l'est actuellement, que le sont nos régimes spécifiques. Et tout ça se fait quand même dans une ambiance de négociation extrêmement rude. Enfin, je veux pas. Là, c'est assez violent. Enfin, ce qui se passe au ministère de la Culture avec les Affaires sociales. Là, il y avait une réunion mardi. On nous a envoyé lundi la nouvelle mouture du décret, 14 pages. Il y a un décret, c'est toujours assez exotique à lire. Hein. C'est vraiment du juridique bien lourd. Quand on est auteur, bon, faut prendre une boîte de Doliprane. Et on nous a transmis les 14 pages de décret lundi pour une réunion pour savoir ce qu'on en pensait mardi. Donc voilà, c'est à marche forcée, quoi. C'est assez violent. C'est-à-dire que la tendance générale, de toute façon, tient à uniformiser, à universaliser l'ensemble des régimes. Et effectivement, nous les auteurs, on ne rentre pas du tout, sans jeu de mots pour la BD, dans les cases. Et que c'est très compliqué de faire rentrer comme ça, imposer comme ça des changements aussi importants pour nous, quoi. Sur le côté, le changement à cause MDA. Jusqu'à maintenant, pour expliquer un petit peu, jusqu'à maintenant, effectivement, on faisait notre déclaration annuelle à la GESA ou à la MDA. Donc, à peu près, c'était au mois de... C'est avril, c'est ça, au mois d'avril, on recevait un questionnaire qui nous disait bon, combien vous avez gagné cette année, et puis remplir les cases, de dire voilà, j'ai travaillé avec tel éditeur, voilà, qui m'a versé autant en brut, net. Donc on remplissait quelque chose, on l'envoyait à la GESA ou MDA, et ensuite on avait des cotisations à payer, les fameux 7% dont on parlait tout à l'heure, sur cette somme. Est-ce que ça, a priori, ça ne va pas changer? Ce qui va changer par contre, c'est que, et c'est ça que moi-même je n'ai pas bien compris, est-ce qu'il va falloir faire à l'ACOS, ou est-ce que c'est toujours la MDA et la GESA qui va transmettre les déclarations, et comment ça va se passer exactement concrètement? Donc, comme on vous l'a expliqué, AGESA, MDA ne seront plus compétents. Alors, pour ce qui concerne les traitements et salaires au 1er janvier 2019, pour le recouvrement, et pour ce qui concerne les BNC, au 1er janvier 2020. 2 années différentes, parce que les déclarations BNC se font l'année d'après, donc du coup, il y a un décalage d'1 an. Mais le principe, c'est
L'interlocuteur de l'auteur ne sera plus, pour le recouvrement, pour les appels de cotisation, ne sera plus la GSA-MDA. Il y aura un portail spécifique artiste-auteur, URSSAF artiste-auteur, sur lequel il faudra que vous créez votre espace réservé, et vous ferez votre déclaration de revenus artistiques, donc dans le champ et dans le périmètre des droits d'auteur, dans cet espace réservé que vous créerez sur le portail URSSAF. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, parce qu'on n'a pas le détail pratique, comme vous l'a dit Guillaume. Il n'y aura pas de déclaration papier, a priori. A priori, on ne nous en parle plus, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir que tous les auteurs, quel que soit leur niveau de compétence dans le métier, quel que soit leur niveau d'implication dans le métier, se considèrent comme étant véritablement dans un statut spécifique et gèrent ce statut spécifique. C'est là où je dis qu'il va y avoir, pour certains auteurs, un choc culturel grave, surtout pour ceux qui n'avaient jamais déclaré jusqu'à maintenant, ou qui ne déclaraient plus depuis des années, parce qu'ils avaient considéré qu'ils cessaient leurs activités d'auteur parce qu'ils étaient à la retraite. Voilà. Il y a des conséquences si c'est pas fait. Oui, il y a une taxation d'office qui est envisagée. Donc tout ça n'est pas neutre. Je considère que, effectivement, la réforme telle qu'elle est envisagée, elle a surtout un point négatif qui est qu'elle instaure quand même beaucoup plus de règles technocratiques pour que tout le monde rentre dans le moule et dans le cadre sécurité sociale. Et la spécificité du régime des artistes-auteurs est quand même atténuée énormément dans la réforme telle qu'elle est envisagée. Maintenant, ça va peut-être très bien se passer. J'espère que ça va très bien se passer, parce qu'à un moment donné, il faut que ça roule quand même. Hein. Il faut que ça roule pour la sécurité sociale, il faut que ça roule pour les auteurs. Donc, à un moment, il va falloir trouver des niveaux acceptables pour les uns comme pour les autres. Les lignes bougent un petit peu dans le cadre des discussions, même si c'est difficile, mais les lignes bougent un petit peu. Je ne peux pas vous faire un point très précis pour le moment encore de tout ce qui sera effectivement à mettre en vigueur en 2019, mais il y a quand même des choses qu'on a pu obtenir dans les dernières discussions. Voilà, alors c'était quoi ta question? C'était ça ou c'était autre chose? C'était sur les pénalités aussi. Alors les pénalités, je te dis, dans le cadre d'une taxation d'office, si l'auteur ne fait pas sa déclaration normalement avant le 31 mai, il est susceptible d'avoir une taxation d'office qui correspond au chiffre d'affaires identifié, le dernier chiffre d'affaires identifié par l'organisme qui fait le recouvrement, majoré de 25%. S'il régularise en faisant sa déclaration, la majoration, la taxation d'office disparaissent, mais voilà. Autant c'est parfaitement, peut-être qu'il va être choqué que je dis ça, mais c'est parfaitement normal qu'il y ait une taxation d'office pour les auteurs qui sont en BNC, en bénéfices non commerciaux, parce qu'ils n'ont pas payé les cotisations sociales au fur et à mesure de leur encaissement. Autant pour les auteurs qui sont en traitement et salaire et qui ont un précompte, je persiste à penser que c'est absolument anormal, puisque les tiers ont intégralement versé les sommes et vont intégralement verser les sommes qui seront dues, y compris sur la retraite de base. On ne peut pas les soupçonner d'esquiver quoi que ce soit. Donc a priori, sauf pour ceux, encore une fois, qui touchent de l'argent sur lesquels il n'y a pas eu de précompte, alors on peut imaginer par exemple des interventions dans certaines associations, ou bibliothèques ou autres, où on dit à l'auteur, écoute, les revenus accessoires, ça me pose un problème de faire une déclaration parce que je ne sais pas faire, donc occupe-temps, fais-moi juste une note de droit d'auteur, tu me mets le brut c'est le net, et tu feras le précompte toi-même dans ta déclaration de revenus. On sait très bien, vous et moi, que ça fonctionne comme ça parfois, et on sait très bien, vous et moi, que c'est pas normal. Donc dans le système demain, je pense que ça continuera comme ça. Pour les droits qui viennent de sociétés qui ne sont pas soumises aux règles sociales françaises, donc en BD c'est quand même 40% du marché, la BD belge, non? Je sais pas, c'est les parts de marché. C'est peut-être pas la majorité, mais c'est quand même 40% au moins. Il y a du monde. C'est près de la moitié quand même, donc ça fait du monde, ça fait du droit. Là, les auteurs qui ont encaissé, qu'ils soient en traitement et salaire ou en BNC, ils n'ont pas payé de cotisation sociale. S'ils sont résidents fiscaux en France, s'ils doivent faire une déclaration à la GSA, ils devront payer les cotisations, toutes les cotisations. S'ils ne font pas leur déclaration, s'il y a une taxation d'office, je veux dire, je ne peux pas défendre non plus l'indéfendable. Olivier, vous voulez intervenir? Oui, bonjour. Olivier Jouret, donc scénariste, on se connaît un peu, et tu sais que je ne suis pas très futé, donc j'ai besoin de résumer un petit peu les choses pour bien les comprendre.
Étant scénariste, je suis en traitement et salaire. Et je suis aussi rémunéré par des éditeurs français et des éditeurs étrangers, belges ou suisses. Si je comprends bien, pour résumer, parce que j'ai besoin de bien comprendre, mes éditeurs français vont prélever ces 6,90% directement sur ma feuille de droit d'auteur que je vais recevoir. Cette rémunération, ces droits d'auteur que je vais percevoir d'éditeurs français, je dois quand même les déclarer à l'URSSAF, enfin à la COS, ou je ne sais pas quel acronyme encore. Portail URSSAF. La portail URSSAF. Ça sera aussi l'occasion de déclarer les éditeurs étrangers avec lesquels je bosse, qui eux n'ont pas à précompter, et donc pour payer les cotisations là-dessus. Et ça veut dire que dès le premier euro perçu en tant qu'auteur, ou dès le démarrage de l'activité d'un auteur, parce que moi je suis prof de bande dessinée à Lyon et j'ai des élèves qui me demandent un peu comment ça va démarrer, c'est-à-dire que dès qu'ils sortent de l'école et qu'ils commencent leur activité d'auteur, immédiatement il faudra qu'ils fassent une déclaration sur ce portail pour déclarer qu'ils se lancent dans cette carrière-là, un peu comme pour la Maison des Artistes, où au premier euro perçu, tu dois déclarer, c'est ce qui est marqué sur le site de la Maison des Artistes. Bah oui, mais non, ça sera pas comme Vous ça. n'êtes pas d'accord tous les deux? D'accord. Parce qu'il y a deux régimes. Mais vas-y d'abord si tu veux. Non, c'est effectivement comme ça la Maison des Artistes depuis toujours. C'est effectivement inscrit dans la loi et dans les textes. Quand vous avez une activité qui relève de la Maison des Artistes en termes de cotisation, vous devez déclarer votre activité au premier euro de recette. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant du bénéfice, on peut être en déficit, surtout quand on commence, qu'on s'installe, etc. Mais effectivement, pour nous, on devait déclarer cette activité et s'identifier à la Maison des Artistes dès le premier euro perçu, dès qu'en fait cette activité professionnelle prend un caractère économique. Alors, c'est pas en contradiction avec ce que dit Guillaume, simplement, selon que tu es en bénéfices non commerciaux ou en traitement et salaire, les obligations déclaratives ne sont pas les mêmes. Si tu es en BNC, pour être en BNC, tu dois faire une déclaration d'activité. Remplir ce qu'on appelle la P0, et la P0 va te permettre d'avoir un numéro SIRET. D'accord? Donc là, tu as une obligation déclarative pour être en BNC. Quand tu es en traitement et salaire, et quand tu es en précompte, alors, en théorie, tu n'as pas à faire de déclaration d'activité. Tu n'auras pas à faire sur le portail URSSAF une déclaration préalable avant de commencer à exercer un métier d'auteur. Tu seras prélevé de tes cotisations dès le premier euro, et à partir du premier précompte, tu seras affilié au régime de sécurité sociale des artistes auteurs. Parce que le tiers versant va te faire identifier par ceux qui gèrent le recouvrement, et à partir de là, il y aura une prise en compte des cotisations que tu auras versées, ou qu'on aura versées à ton titre. Il faudra quand même bien faire cette déclaration. Il faudra quand même faire la déclaration, pour la raison qui a été évoquée par Benjamin tout à l'heure, à savoir que c'est un moyen pour l'auteur de contrôler et éventuellement de valider. Ça ne sert à rien si tout a été précompté, mais bon, on peut considérer que c'est un moyen de valider quand même. Mais encore une fois, c'est au moment de la déclaration, donc c'est avant le 31 mai, c'est dans un espace réservé, et en théorie, selon ce qu'on nous a dit, normalement, la déclaration devrait être pré-remplie des précomptes effectués. Ce qui veut dire que toi, quand tu vas faire ta déclaration, si tu as eu des droits qui n'ont pas subi le précompte, eh ben tu verras, parce que par différence entre ce que tu déclares et ce qu'il y aura dans le pré-rempli, ça sera justement ce qui n'aura pas fait l'objet du précompte. Et donc, on t'appellera des cotisations sur ce qui n'a pas fait l'objet de cotisation, mais pas que la cotisation retraite. Les autres aussi, la CSG, CRDS et la vieillesse déplafonnée. Comme avant, tu avais un appel de cotisation trimestriel qui t'était envoyé. Tu voulais compléter? C'est juste pas compléter, mais juste une autre petite question, parce que j'ai entendu dire que moi, en tant que scénariste qui n'ai pas de numéro de SIRET, il faudra que je fasse cette déclaration, et que maintenant, même ceux qui sont en traitement et salaire devront avoir aussi un numéro de SIRET. Est-ce que cette information est vraie ou fausse? Pour moi, c'est pas vrai, mais bon, peut-être que Benjamin a... Je suis d'accord que c'est pas vrai, il n'y a pas cette obligation. Alors, juste pour revenir par rapport au fait qu'il y ait une équipe indépendante qui se crée, qui soit spécialisée pour l'accompagnement des auteurs et artistes, c'est déjà ce qui a été mis en place il y a pas mal d'années maintenant concernant les intermittents du spectacle, et ça a permis à un moment ou à un autre de, entre guillemets, responsabiliser les intermittents vis-à-vis de leur statut, en les contraignant certes, mais en les mettant en face des droits auxquels ils peuvent prétendre. Pour les auteurs,
je reviens quand même dessus, parce qu'il y a une utilité à mon sens, d'autant plus que les retraités, ils auront d'autant plus l'intérêt de le faire, parce qu'ils pourront demander à être dégrevés des cotisations retraite, puisqu'ils auront liquidé leurs droits à la retraite. Ah si, si. Non, moi je vous confirme que non. C'est hors de question. Ils vont être précomptés, mais ils pourront être remboursés, parce qu'ils Non, ils ont en déjà, aucun cas. ils ont déjà liquidé les droits. Eh ben, je vous dis, en aucun cas, solidarité, ils paieront. Non, il faut que les choses soient très claires. Si c'est un débat de... Il faut que les choses soient très claires. Le dispositif actuel est un dispositif qui clairement prévoit que les retraités paieront la cotisation retraite, mais qu'ils n'auront aucun droit supplémentaire puisqu'ils sont déjà à la retraite, et ils paieront pour la solidarité. C'est le principe du régime général. Donc les 6,90 seront appliqués à tous les droits d'auteur et n'ouvriront de droit qu'à ceux qui sont encore en activité et qui génèrent des droits pour le calcul de leur retraite. L'intérêt pour les retraités, c'est pour les retraités qui sont au-dessus du plafond. Alors, il faut que j'explique un petit peu, il y a le problème des trop perçus. Les trop perçus, c'est aujourd'hui la cotisation vieillesse, elle est plafonnée au plafond de la sécurité sociale qui est à peu près de 39 000 € par an. D'accord ? Comme les cotisations retraite vont être précomptées, et que ceux qui précomptent ne savent pas la totalité des revenus de l'auteur, ils vont précompter les 6,90 sans se préoccuper du plafond ou pas du plafond. Après, je vais expliquer qu'il y a quand même quelques nuances. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des trop perçus de cotisations retraite, des cotisations retraite. Imaginons le retraité qui cotise à 6,90 et qui est au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Là, effectivement, pour pouvoir demander le remboursement du trop perçu, il faudra qu'il ait fait sa déclaration et validé sa déclaration à GESA pour que la cause accepte de lui rembourser les trop perçus. Elle saura qu'il a trop payé, mais elle ne remboursera rien tant que la déclaration n'aura pas été validée. Et je vous assure, je vous confirme, c'est comme ça, ça fonctionne. Le système a été pensé comme ça, je ne sais pas si Guillaume peut absolument d'accord. confirmer, mais en aucun... Et d'ailleurs, dans le régime salarié, c'est comme ça que ça fonctionne. Justement, dans le régime salarié, je le fais suffisamment. Dans le régime salarié, le régime général, à partir du moment où on a liquidé les droits à la retraite, il faut faire la démarche volontairement, mais c'est possible. Mais non, ça n'a aucun intérêt de continuer à débattre là-dessus. Non, mais je vous assure que... Non, mais c'est toi que je suivrai tes conseils, c'est là où on gagne plus d'argent, donc toi, c'est pas bien ce que tu fais. Est-ce que je vais peut-être faire une demande? Ouais, vas-y. Je vais peut-être demander s'il y a, parce que s'il y a des questions dessus. Voilà. Il y en a. Bonjour, Louis de Bonneva, auteur de BD. Je voulais revenir sur les BNC, déclarations BNC ou micro-BNC par rapport au précompte. Oui. Quand on fait une note de droit d'auteur, on retire la CSG, la GESA, l'RDS, etc. Si on est en micro-BNC et BNC, on ne devrait pas faire de note de droit d'auteur, c'est ça? Non, mais vous ne devriez pas faire le précompte. Si vous êtes en BNC... Donc ça devrait être un brut, c'est ça? Je crois que je fais des erreurs depuis des années là-dessus. Je pense qu'on vous doit beaucoup d'argent. Je pense qu'on vous doit beaucoup d'argent. Si vous déclarez en BNC, le principe est que normalement, si vous allez jusqu'au bout du raisonnement, vous devriez avoir demandé, si vous êtes affilié, une dispense de précompte. Et vous devriez donc effectivement, quand vous faites une note de droit d'auteur, faire que le brut soit votre net, en dehors du problème de la TVA. Mais votre brut est votre net. C'est vous qui gérez vous-même vos cotisations. Et donc, si vous avez quand même fait le précompte, ça veut dire que quelque part, vous avez payé vos cotisations. Alors si en plus vous avez déclaré que vous avez repayé vos cotisations, ça veut dire que vous avez eu double peine. Mais ça veut dire que quelque part, vous êtes AGSA ou MDA? Donc ça veut dire que quelque part, l'AGSA vous doit de l'argent. Il faut le demander. Il faut demander les remboursements. Si vous êtes en BNC affilié, il n'y a pas de problème pour obtenir les remboursements. Si vous êtes assujetti et en BNC, alors là, bon, Guillaume vous parlera de ce vieux débat des BNC précomptés indûment, etc. Mais là, il y a un problème de remboursement. Mais vous me confirmez que vous êtes BNC affilié? Oui,
Donc vous allez pouvoir demander le remboursement. Mais il faut faire la démarche auprès de l'AGSA. L'AGSA a d'ailleurs dû normalement vous envoyer des courriers en vous disant « Monsieur, vous avez trop payé, vous devriez être remboursé ». C'est possible que ce soit la négligence de ma part aussi. Vous êtes administrativement phobique. Comment? Vous êtes administrativement phobique. Non, auteur, c'est un synonyme. Après, il y a quand même souvent dans ce genre de configuration, si je ne me trompe pas, il y a effectivement un appel de GSA pour dire qu'il y a eu un trop perçu et qu'on peut demander à être remboursé. Mais il y a ces fameuses feuilles de comment ça s'appelle, feuilles de précompte, certification de précompte, qui parfois sont extrêmement difficiles à obtenir de la part de nos clients. Et pour avoir été confronté à ça, il suffit d'une certification de précompte qui manque et la GSA refuse de faire le bilan et donc de rembourser. Puisque, effectivement, en toute bonne foi, ils ne peuvent pas faire le bilan. Et ça, c'est extrêmement compliqué et je sais que pour beaucoup d'auteurs, parfois, notamment quand on bosse pour des administrations, par exemple, on peut demander pendant des semaines, des mois à recevoir ces certifications de précompte remplies, on ne les a jamais. Et ça, ça a toujours été un gros problème. Juste une remarque complémentaire, parce que je suis auteur, professeur, mais j'ai aussi un travail d'éditeur sur Lyon. Et on est une association, on fait de l'édition collective. Et donc, on doit faire les déclarations pour la GSA, la NDA, chaque année. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert que moi, en tant qu'auteur, si j'ai du retard dans mes déclarations, si j'ai du retard dans mon travail administratif auprès de la GSA, etc., les lettres de rappel, je les reçois très très vite. En tant qu'éditeur, si vous avez du retard dans vos déclarations, si vous avez des erreurs dans vos déclarations, la marge de tolérance, elle est gigantesque. C'est-à-dire que personne ne vous rappelle. Ça peut prendre 1 an et demi avant qu'il vous sonne une clochette en disant il y a peut-être un truc qu'on n'a pas compris. Le temps de paiement qui vous réclame, il y a une tolérance énorme. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais tous les éditeurs avec lesquels je bosse habituellement, ils en sont où eux avec ces organismes? À quel point il y a une rigueur sur ce qui est réclamé à ces éditeurs? Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement laxistes vis-à-vis de nous sur ce point-là. C'est pour ça que les déclarations des auteurs sont très importantes. Ouais, pour relancer les éditeurs, il faut que les auteurs aient déclaré leur côté. Oui, c'est ça. On va avoir le retour d'Emmanuel là-dessus. Tu voulais intervenir sur la BNC, sur les précomptes juste un mot. Ça va dans le même sens parce que on n'a pas les... non, si la réforme en cours a un point positif, ça serait de mettre fin à ce grave dysfonctionnement de la GSA qu'effectivement, côté maison d'artistes, on en dénonce depuis des années, et à des sommes a priori des trop perçus qui sont quand même extrêmement conséquents pour beaucoup de gens. Et à chaque fois qu'on dit au ministère des Affaires sociales, dans le cadre de la réforme, ok, mais comment on fait pour apurer le passif de tous ces auteurs qui ont versé beaucoup plus, on nous explique qu'on ne sait pas revenir en arrière et qu'ils ne savent pas rembourser. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne sont pas là pour ça, et que donc c'est dans les pertes et profits, en l'occurrence c'est dans les pertes des auteurs et les profits du régime général. Et je voulais juste dire un truc, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave. Mais dans votre cas, le remboursement ne devrait pas poser de problème. Si c'est le cas, vous le dites, et je me fais fort de faire le nécessaire auprès de la GSA. Et de réclamer un pourcentage pour Snack. Non, il n'y aura pas de pourcentage. Surtout pour la cotisation est prélevée. Merci. L'intervention de Johan. Tu peux me rappeler juste... c'est plus la difficulté de pouvoir sur les dispenses de précompte, récupérer non pas les dispenses, c'est les certificats de précompte de la part des clients. Les certificats de précompte. Alors c'est vrai que à la GSA, le certificat de précompte, quand les gens sont en précompte, c'est pas vraiment très utile. Il n'est pas tellement classique pour les auteurs de demander un certificat de précompte quand ils sont en précompte, systématiquement. Le certificat de précompte, il présente surtout un intérêt pour ceux qui sont en BNC et qui veulent avoir la dispense de précompte pour ne pas avoir à mettre ou à faire figurer sur leur note de droit d'auteur ou ne pas avoir sur leur relevé de vente les précomptes. C'est-à-dire que dans le cas de trop perçu, moi ça m'est arrivé, j'ai pas pu demander à récupérer ce trop perçu parce que je ne pouvais pas fournir toutes les certifications de C'est précompte. la seule preuve dont dispose l'auteur. non, parce que non, moi je sais qu'il y a des auteurs avec leur déclaration de revenus, le fait qu'ils soient affiliés. Alors, encore une fois, c'est pas pareil si tu es affilié ou assujetti. Si tu es assujetti, c'est effectivement une situation de blocage vis-à-vis de la GSA. En tout cas, le discours de la GSA vis-à-vis de ça était extrêmement rigide et il s'agissait de fournir les certifications de précompte et sinon il déclarait ne pas pouvoir
déterminer le montant du trop perçu. Et j'en avais déjà discuté avec des représentants de la GSA à la fameuse réunion à Paris, et ils avaient été extrêmement fuyants sur le sujet, quoi. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce point, mais c'est vrai que de toute façon, il y avait déjà quelques problèmes avec le fonctionnement de la GSA. Et donc, les changements en cours, ça risque de ne pas améliorer les choses. Sur ce point-là, ça va améliorer les choses, parce que, effectivement, maintenant, il n'y aura plus forcément tous ces allers-retours et la nécessité d'avoir la dispense de précompte annuelle. C'est-à-dire que la dispense de précompte sera quasi automatique pour ceux qui sont en BNC. Et donc, du coup, le fait est qu'il devrait y avoir moins de dysfonctionnement à ce niveau-là entre le fonctionnement des BNC et les assiettes sociales de calcul des cotisations. Donc, je pense que cette réforme, effectivement, elle a au moins ce mérite-là pour ceux qui sont en BNC. Tu es d'accord? J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu disais qu'il y avait quand même une tolérance assez lourde sur les éditeurs, diffuseurs en général. Jusqu'à présent, il y avait un service diffuseur, AGSA, Maison des Artistes, qui était censé rappeler quand même leurs obligations aux diffuseurs. Il n'y en a plus. Donc je pense qu'en termes de tolérance, on va franchir un pas intéressant. Voilà. Bonjour à tous, Marine Tuller, artiste autrice. J'avais une question, je suis en micro-BNC, affiliée à l'AGSA, et je donne des cours aussi. Et un cas de figure, en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, on va devoir s'inscrire à un portail URSAF auteur. Si vous identifiez pour créer votre espace. Voilà. Oui. Et je me demandais s'il fallait aussi créer un deuxième, je ne sais pas, pour déclarer les cours, si on a beaucoup de cours. On nous dit, quand on demande à l'AGSA ou aux impôts ou à l'URSSAF ou tout ça, ils nous disent de nous créer un statut en tant qu'auto-entrepreneur. Ok, donc il me semble que c'est une activité différente, qui ne rentre pas dans le champ de l'auteur. Actuellement, vos cours, la rémunération qui vous est versée pour vos cours, vous est versée en quoi? Salaire? Non, en facture indépendante. En facture indépendante, c'est-à-dire vous avez un statut de travailleur indépendant? Là, je déclare tout sur l'AGSA, mais comme comme j'ai beaucoup plus de cours, il faudrait que je ne sais pas où aller. Donc ça veut dire que ça rentrerait normalement, mais ça ne devrait pas, parce que la formation en principe n'est pas visée par ça. Vous faites rentrer ça en revenu accessoire. C'est ça. Avec les plafonds qui existent actuellement. Voilà. Ce n'est pas normal. Parce que l'activité de formation, la rémunération de formation ne devrait pas rentrer. Parce que pour l'AGSA, formation égale salaire ou égale gain de subordination avec l'établissement dans lequel vous donnez des cours. Donc effectivement, vous avez deux solutions. Ou vous êtes salarié, ou vous créez un statut d'auto-entrepreneur et vous faites passer sur votre statut d'auto-entrepreneur les activités de formation que vous avez à ce titre-là. C'est ce que font les gens qui dépassent les plafonds ou des revenus accessoires, ou les gens qui ont des activités qui n'entrent pas dans les revenus accessoires. Les revenus accessoires vont aussi être revus l'an prochain. Justement, ça répond à votre question. Oui. Ça ouvre le champ sur un autre sujet sur lequel il va y avoir aussi potentiellement du changement, c'est celui des revenus accessoires ou connexes. Qu'est-ce que c'est déjà? Je pense qu'il faut un peu définir rapidement ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a les revenus qui sont les revenus, les droits d'auteur, directs, on va dire, je ne sais pas comment, s'il y a une appellation assez précise là-dessus, qui sont tout ce qui est les ventes de livres et les avaloirs qu'on reçoit par exemple. Mais il y a d'autres aussi droits directs. Je vais te confier sans doute le micro parce que tu seras plus précis que moi sur les droits d'auteur et ensuite faire la distinction avec les droits connexes qui sont d'autres droits mais qui sont plafonnés pour le coup. Alors, ce qui est plafonné, ce sont les revenus accessoires. Actuellement, il y a un régime qui fonctionne et qui fonctionne sur la base d'une circulaire qui date de 2011. Ce régime, il fonctionne de la façon suivante. Vous pouvez avoir des revenus accessoires aux droits d'auteur quand vous êtes affilié au régime des auteurs. Si vous n'êtes pas affilié, en théorie, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des revenus accessoires. Comme la réforme prévoit la fin de la distinction... le revenu accessoire, c'était ça la question. Parce que je pense que ça ne définit pas. Il faut dire ce que c'est. Parce que le revenu accessoire, ça peut être les ateliers. C'est quoi concrètement pour les auteurs?
Si tu permets, Oui. j'ai besoin de planter le décor. Je suis désolé, hein, Ouais, mais bon. c'est mon côté dessinateur juriste. Donc, en l'occurrence, dans l'ancien système, il y avait une distinction affiliée-assujettie. Demain, il n'y en aura plus. Donc, il va falloir revoir cette question de revenu accessoire qui se base sur la distinction affiliée-assujettie, puisqu'il n'y en aura plus de distinction. D'accord ? Les revenus accessoires, ce sont des revenus qui ne sont pas des droits d'auteur purs, mais qui sont accessoires à l'activité d'auteur ou au revenu d'auteur, et que, dans sa grande mansuétude, le régime des artistes-auteurs considère que vous pouvez déclarer selon les mêmes règles que les règles qui s'appliquent aux droits d'auteur. C'est pour vous éviter d'avoir l'obligation d'avoir plusieurs statuts. Et donc, D'accord ? dans ces revenus accessoires, Dans ces revenus accessoires, tu as par exemple les ateliers, les interventions sur ton œuvre ou les interventions autour de ton œuvre. Si c'est de la formation, c'est autre chose. Si c'est de la presse, c'est autre chose. D'accord ? Donc, la circulaire de 2011 définissait ce qui était le droit d'auteur pur, tout ce qui est lié directement à l'exploitation de l'œuvre, tout ce qui est pourcentage sur l'exploitation de l'œuvre, et tout ce qui est, par exemple, vente d'originaux. Ça, c'est du droit d'auteur pur. et les lectures aussi, je crois. Les lectures de ton œuvre, c'est effectivement du droit d'auteur pur, c'est un droit de représentation. C'est ça, mais il y avait une subtilité justement entre la lecture et les ateliers. Parce qu'il y a un côté qui peut. Beaucoup d'auteurs que je connais faisaient passer les ateliers en fait en lecture dans une subtilité un petit peu borderline d'un point de vue déclaration. Voilà, effectivement, le truc pour les auteurs était de faire tout passer en lecture ou de prétendre que tout était lecture de leurs œuvres ou présentation de leurs œuvres, alors qu'en réalité, ce n'était pas toujours du tout le cas. Parce que les revenus accessoires sont plafonnés. Parce que les revenus accessoires sont plafonnés et parce que ça leur évitait d'avoir un régime supplémentaire à prendre et d'avoir par exemple un régime d'auto-entrepreneur pour certaines activités qui leur permettaient de vivre, mais qu'ils ne peuvent pas faire rentrer en principe dans le régime des artistes-auteurs. D'accord ? Donc effectivement, il y a des discussions en cours pour revoir les conditions des revenus accessoires ou connexes, c'est le même terme en fait, accessoires ou connexes, à ne pas confondre avec les droits dérivés ou seconds que vous avez d'inscrits dans vos contrats, ou c'est du droit d'auteur pur. Hein, le droit dérivé ou le droit second, c'est des adaptations ou des rééditions. Oui, c'est l'exploitation de. Mais c'est toujours même, c'est toujours des droits d'auteur. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Dérivé second, c'est bien du droit d'auteur. Accessoire ou connexe, on est hors de l'exploitation seule de l'œuvre. Sauf que pour la réalité des auteurs, il y a énormément de choses qui rentrent dans ce champ de revenus accessoires. Il y a beaucoup d'auteurs qui animent des ateliers, qui font des interventions en milieu scolaire, parce que les revenus d'auteur directs, ce qui est de les avaloirs et de la vente des livres, étrangement ne suffisent pas pour vivre décemment de ce métier. Donc du coup, la tendance générale est quand même que ce champ des revenus accessoires a tendance à augmenter en général pour la plupart des auteurs, et ils ont d'autres activités qui restent pour nous très liées au champ du métier d'auteur, sauf que effectivement tout ça est plafonné, c'est pas tout à fait la même façon, c'est pas la même case de déclaration à tous les niveaux. Donc du coup ça crée une espèce de frustration. Oui, puis de flou un petit peu compliqué pour nous. Il y avait une question. Une toute petite chose, parce qu'effectivement, là, ça va simplifier beaucoup les choses, le fait que, enfin, automatiser beaucoup de choses, le fait de déclarer, avec un portail qui est spécifique pour les auteurs, mais tout ce qui était revenu accessoire un peu tendanciel, un peu, voilà, ce sera beaucoup plus compliqué de le déclarer. Mais en aucun cas. Ça sera beaucoup plus compliqué de passer au travers Voilà, de c'est ça. C'est-à-dire que tout va être automatisé. Donc déclarer des cours d'enseignement à la GSA, j'ai envie de dire, ce sera plus possible. Il y en a certains qui font pareil avec des financements participatifs ou autres, où c'est des petites sommes, des petits montants, et ils les mettent à la GSA naïvement en se disant c'est de mon activité d'auteur. Ce sera plus du tout possible. Mais par contre, surtout, il faut éviter de partir sur de l'auto-entrepreneuriat. Il ne faut pas être auto-entrepreneur. Donc vraiment. Il y a plein d'autres solutions qui existent, qui se mettent en place, des associations d'auteurs qui se regroupent, des sociétés d'auteurs qui se regroupent pour pouvoir créer une structure commune qui permet de limiter les coûts et de déclarer autrement, en fait, pour éviter d'avoir un deuxième régime social. Il y a des alternatives, il y a des choses qui se mettent en place, des auteurs qui décident de le faire pour eux-mêmes parce qu'ils font des choses qui sont annexes, et d'autres qui se regroupent entre eux. Il y a des solutions qui existent pour éviter d'avoir deux régimes sociaux.
enfin, juste, il faut pas partir dans l'entrepreneuriat par défaut, dans l'auto-entrepreneuriat par défaut. Bah, ça dépend des revenus, hein, franchement. Et par ailleurs, il y a aussi un syndicat, si vous êtes adhérent, qui peut vous renseigner également. Ça dépend quand même des revenus, hein, parce que quand les revenus dont on parle sont de l'ordre de quelques milliers d'euros, créer une structure, ça pose quand même question. Non, mais utiliser la société d'un tiers, alors, ça s'appelle du portage. Non, c'est pas forcément du portage. Bah, ça y ressemble quand même un petit peu. Ça dépend de la nature. Dans tous les cas, ça nécessite de réfléchir, comme vous le disiez, et de prendre conseil pour voir en fonction des cas particuliers comment les choses doivent ou peuvent fonctionner en fonction des cas d'espèce. Parce qu'effectivement, donner une seule recette pour tout le monde, c'est probablement trop hâtif comme conseil. Donc je ne me permettrai pas de donner une seule solution. Il y a différentes hypothèses. Il y a celle que vous évoquez, il y a celle de l'auto-entreprise. Ça dépend des cas de figure. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont choisi pour le moment le cas de l'auto-entreprise. C'est sans doute la majorité pour le moment. Mais il y a aussi des auteurs qui se sont organisés en créant leur propre société, organisés en coopérative. Je ne sais pas si Olivier va en parler, parce qu'il aime bien ce système de coopérative, je crois. On est directement confronté à ce genre de problème parce que nous, on n'est pas en coopérative, on est une association, on fait l'édition sous le statut d'associatif. Mais on est 65 dans l'association et qu'on a régulièrement des sollicitations de différents organismes pour produire des ateliers de formation, des ateliers jeunesse, ou pour répondre à des appels d'offres aussi. C'est posé la question et on est en train de trouver conseil sur ce sujet, de savoir à quel niveau une association d'auteurs peut se mettre en intermédiaire entre les commanditaires et les auteurs pour faciliter l'accès à un certain nombre de boulots qui peuvent être rémunérateurs pour les auteurs, à quel point ça peut simplifier les choses et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qui n'est pas toujours très simple d'ailleurs à obtenir comme information. C'est presque un sujet d'une autre table ronde. Exactement. Vous avez vraiment à dire là-dessus. Oui. Vous avez une question? C'est pas vraiment une question, c'est plus du vécu du côté des structures. Vous présenter. Qui Munoz, je m'occupe de la maison des auteurs en lui-même. Très souvent, quand on passe par des solutions de portage qui peuvent être des coopératives, tout ce qu'on veut, très souvent ça part c'est du salaire assez souvent. Et nous, ce qu'on constate, c'est que les structures ne changent pas la somme globale qu'elles voulaient allouer à une action. Et dès l'instant où on est en salaire, évidemment, les charges ne sont pas les mêmes, donc l'auteur gagne beaucoup moins. Donc la question du portage, des coopératives, etc., elle est très bien parce que les auteurs déclarent, etc., mais elle pose d'autres questions au final, au niveau de la rémunération. C'est pas vraiment le sujet. Je sais, très rapidement, je ne parlais pas de portage particulièrement, je parlais plus de structure, de type maison d'édition, coopérative entre guillemets, dans le sens que tous les auteurs sont associés au sein d'une même structure qui est enregistrée à l'AGSA en tant que diffuseur et qui va permettre de pouvoir faire des rétrocessions de droits d'auteur de la structure commune vers les auteurs sans passer par un autre régime social et c'est pas du tout du portage. Et selon les activités, c'est possible. Selon les activités, c'est toujours oui, mais ça, c'est ça, c'est pas je pense que vraiment, je pense que c'est vachement intéressant, mais je pense que c'est vraiment le sujet d'une autre rencontre, puisque moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur l'aspect, enfin pour l'auteur individuel qui se retrouve confronté à toutes les réformes et savoir un petit peu comment il va s'en sortir. Concrètement sur les revenus accessoires, donc là pour l'instant il y a des discussions. Il y a des discussions. Il y a un rapport. Et l'idée, nous ce qu'on défend, c'est de le dire, c'est quand même d'étendre et le champ des revenus connexes accessoires et aussi de supprimer, enfin en tout cas le plafond. Aujourd'hui, il y a plusieurs plafonds qui s'appliquent. Il y a un plafond qui est X% du seuil d'affiliation actuelle. Comme le seuil d'affiliation actuel va sauter, il faut bien faire sauter ça aussi. Le seuil d'affiliation actuel, c'est 8005 environ. Et le plafond, c'est 80% de 8005. Avec un deuxième plafond qui est pas plus de 50% de revenus accessoires par rapport aux revenus droit d'auteur pur. D'accord? Donc le cumul des deux critères fait que c'est très compliqué. Et donc l'idée, ce serait de dire il faudrait supprimer les plafonds et il faudrait effectivement étendre la notion de droit d'auteur à tout ce qui est naturel
à l'activité directe de l'auteur ou à l'activité demandée à l'auteur en fonction de son activité d'auteur, de sa qualité d'auteur. Quand on demande à un auteur d'intervenir, que ce soit sur un sujet de prédilection qu'il a traité dans un de ses livres, ou que ce soit sur son livre ou la présentation de son livre, c'est pareil, on lui demande d'intervenir parce qu'il est auteur, parce qu'il a un savoir-faire dans ce domaine de la création. Donc ça pourrait être assez simple de dire, quand c'est comme ça, c'est du droit d'auteur, point barre. Point barre. Voilà. Donc c'est étendre la prise en compte de certains revenus en qualité de droit d'auteur pur et faire sauter les plafonds, ou dans tous les cas augmenter les plafonds assez sensiblement pour certaines activités résiduelles, les ateliers, les cours en atelier par exemple, ou des choses de ce genre-là. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez compliqué, l'instruction de 2011 elle est assez costaud à expliquer. Donc, il y a un calendrier aussi là-dessus. Alors, le calendrier, c'est qu'il y a une mission et que cette mission doit rendre un rapport avant la fin de l'année et que dans le premier semestre 2019, des modifications doivent intervenir sur l'appréciation des revenus accessoires, c'est-à-dire avant la prochaine déclaration AGCA. Est-ce qu'on a le droit d'espérer que ça va améliorer le... Enfin, si ça va dans le sens ou pas? Ce que j'espère déjà, c'est que ça ne va pas l'aggraver. Oui. Parce que dans l'esprit de la sécurité sociale, il pourrait y avoir l'idée, bon, ben, maintenant, les revenus accessoires, c'est fini, ça n'a plus de raison d'être, puisqu'il n'y a plus de distinction affiliée assujettie. Je ne pense pas qu'ils le fassent, parce que toutes les associations d'auteurs sont vraiment très unanimes pour défendre l'idée qu'il faut absolument maintenir un système de ce genre-là, mais ça a des conséquences, parce que avant, le fait d'être affilié, c'était la possibilité de faire des revenus accessoires, c'était la possibilité d'avoir la formation professionnelle de droit, c'était la possibilité d'avoir certaines choses. Demain, tout ça saute, donc comment on fait? Voilà, c'est vraiment encore des sources d'interrogation plus que de possibilité de vous donner des réponses précises là-dessus. C'est dans le premier semestre 2019 qu'on pourra donner un certain nombre de réponses. Guillaume, tu veux intervenir? Non, juste dire, alors, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel, je ne veux pas en rajouter. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est les mêmes qui vont faire ces préconisations-là que ceux qui doivent préconiser le système de compensation de la CSG qu'on attend toujours. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Tout va bien. Quoi. Je suis en 2 semaines. Quoi. J'espérais qu'on apporte un petit point positif. J'ai essayé, hein, j'ai tout donné. Mais la réalité nous rattrape. Attends, fiscalité, on va s'éclater. Ah ouais, alors ça c'est pour après, parce que je voudrais revenir sur le dernier point, sauf si vous avez des questions sur cette histoire de N'hésitez pas à reprendre des croissants. D'activité connexe. Mais sinon, on passe au sujet qui est celui des retraites, qui est quand même un sujet. Tu veux que je prenne la pour toi pendant... Non. C'est aussi un sujet super important et effectivement lié, comme on l'a dit, à toutes ces histoires d'assujettis affiliés. Mais par ailleurs, comme si ça ne suffisait pas, il y a un grand projet gouvernemental autour de la retraite universelle. Je te laisse, Emmanuel, expliquer un petit peu ce que c'est. Donc la retraite universelle, c'est pas la retraite pour les martiens, pour les plutoniens, voilà. C'est aujourd'hui, il y a en France à peu près 60 régimes complémentaires ou spécifiques ou dérogatoires qui existent. Je ne prends pas de position sur c'est normal, c'est pas normal, c'est pas le sujet. Dans les régimes spécifiques ou dérogatoires, il y a les régimes auteurs. Alors, les régimes auteurs, vous allez dire, mais de quoi vous parlez? De quoi tu parles? Parce que vous me tutoyez. Donc, il y a les 3 régimes complémentaires et il y a le régime de base. Régime complémentaire, c'est IRSEC, avec le RAP et le RACD et le RACL pour ceux d'entre vous qui seraient SACEM ou SACD. Régime de base, c'est le régime de base. C'est la SNA. Qu'est-ce qu'il a dit? Les acronymes associés, c'est les régimes de retraite complémentaires. Je veux dire qu'on n'est pas malade et qu'on n'est pas en train d'éternuer. Donc, le régime de base, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Sinon, j'aurais dit la CNAVTS. Non mais t'as un cerveau qui est fait pour ça. C'est plus court. Donc, l'idée du gouvernement, du président de la République, tel qu'il l'a exprimé, était de dire il faut une retraite universelle. Une retraite, plus de retraite complémentaire, plus de retraite de base, une retraite, calculée par points, avec 1 euro cotisé, quelle que soit l'activité,
même droit pour tout le monde. Et là, on tombe sur un vrai problème concernant les auteurs, parce que, évidemment... Pardon ? Même les députés. Alors, on va pas parler... Si je lève toute ma méfiance naturelle, je dis « Ah, c'est super, ça va être simple ». Qu'est-ce que tu veux que je fasse, c'est une factrice. Alors là, pour relancer le truc... Donc, le problème pour les artistes-auteurs, c'est qu'aujourd'hui, vous cotisez, et vous cotisez dans les mêmes proportions, parce que votre régime est assimilé salarié, dans les mêmes proportions que la part salariale des salariés. Mais il n'y a pas la cotisation équivalente à la part patronale. Or, la part patronale, c'est plus que déjà ce que vous cotisez. C'est 30% par rapport à 24 ou 23% ou 25% selon les cas, selon les régimes de retraite complémentaires des uns et des autres. Et donc, le risque dans la réforme, si elle doit voir le jour, et si elle voit le jour dans toute sa plénitude, sans aucune dissociation des cas particuliers, serait de dire, eh bien, alors les artistes-auteurs, il va falloir que vous cotisiez plus pour avoir autant, ou si vous continuez à cotiser comme ça, vous aurez au moins 2 fois moins de droits qu'un salarié, puisque 1 euro cotisé ne sera cotisé à un taux que moitié de celui des salariés, donc vous devez avoir des droits moitié moins. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, c'est parce que je pense qu'il faut faire une... Non, je ne suis pas clair. Et en fait, je pense qu'il faut revenir au départ pour expliquer un peu le système des retraites, parce que c'est déjà... Tu veux expliquer maintenant le système de non, mais, retraite? pour les auteurs, très brièvement, je vais essayer. Je sais que c'est une lutte. Moi je l'ai dit qu'à 16 heures, alors... Non, mais il y a le régime de base, et le régime de retraite complémentaire que tu disais effectivement. C'est le régime de base, c'est les cotisations AG5DA, les fameux 7%, et le régime de retraite complémentaire, c'est le RAP, qui correspond, qui est en train d'augmenter là, et qui, à terme, c'était la fameuse bataille qu'on avait eue sur cette réforme, qui était 8%. Donc concrètement, avec un taux qui peut être moindre si on gagne moins, ce qu'on avait réussi à obtenir après moult combats et acharnements, tout ça pour dire que, grosso modo, la retraite, c'est ces deux choses-là pour les auteurs concrètement pour maintenant, et que l'idée est donc de supprimer tout ça pour ne faire qu'une seule caisse. Alors, ne faisons pas non plus du catastrophisme prématuré. Pour le moment, on est en train de parler d'un projet du gouvernement. Il y a un haut commissariat à la réforme des régimes de retraite qui réfléchit. Le calendrier de ce haut commissariat, le calendrier de ce haut commissariat, c'est de de continuer à concerter là jusqu'à la fin de l'année avec les organisations syndicales, de rendre un rapport dans le premier semestre 2019 pour éventuellement qu'il y ait une loi qui soit votée en 2019 et pour une application en 2025 avec une mise en place progressive des nouvelles règles de calcul au fur et à mesure à partir de 2025. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui sont proches de la retraite en 2025, ben, ils n'auront aucune conséquence ou quasiment aucune conséquence. Si par exemple ils sont à 1 an de leur retraite, ils auront simplement que un an pris en compte dans le nouveau mode de calcul, si tu veux. D'accord ? Ça sera une mise en place progressive. Donc, c'est pas du jour au lendemain que ça va tomber et que ça va couper la tête de tout le monde. Il y a un risque, il y a un problème. Il y a aussi des possibilités d'expliquer la spécificité du métier d'auteur, de l'activité d'auteur, et puis il y a aussi des moyens éventuellement palliatifs pour financer les régimes de retraite des auteurs, en demandant aux diffuseurs de contribuer plus. Pour le moment, ils contribuent à hauteur de 1,1%. C'est quand même la même cotisation depuis 1977. Le 1% contribution diffuseur. Il y a 0,1 qui a été ajouté avec la formation professionnelle en 2011. Mais autrement, c'est 1%, c'est la même chose depuis 1977. Il n'y a quasiment pas d'exemple de cotisation qui n'est pas augmentée depuis 50 ans, 40 ans. Donc, augmenter ne serait-ce que de x3 ou x4, passer à 4%, c'est pas non plus peut-être impossible. J'aperçois des éditeurs dehors, dont les habitants. Ils arrivent avec des fourches, avec des torches. Bon, c'est une solution. La deuxième solution, ça sera peut-être de dire aux auteurs qu'il va falloir que vous payiez plus, mais payer plus avec tout ce qui a déjà été augmenté comme charge, ça risque d'être très compliqué. La troisième solution, c'est de trouver des systèmes de financement complémentaires avec, par exemple, un
domaine public payant, et un mode de financement avec un prélèvement sur le domaine public payant pour financer la couverture sociale des auteurs vivants. La vente de livres d'occasion, c'est un énorme marché, il n'y a rien de payé à personne, pas plus aux éditeurs qu'aux auteurs. Peut-être qu'on peut peut-être... Je te rappelle qu'on a reçu des menaces de mort quand on a voulu s'approcher des marchés de l'occasion. Ah bon? C'était à l'époque, il y a quelques années de ça, quand des membres du syndicat avaient commencé à fouiller un petit peu du côté du marché de l'occasion, où ils avaient reçu 2-3 messages un tout petit peu menaçants. Je t'en rappelle plus. Pourtant, tu étais là. Tu parles du marché de l'occasion ou de la zone grise des soldes? Oui, mais c'était un peu les mêmes personnes en fait. C'est un peu ça le problème. D'accord, mais non, c'est pas exactement le même sujet. Dans un cas, on parle d'escroquerie, et dans l'autre cas, on parle d'un marché légal, mais pour lequel aucune somme n'est prélevée. Donc là, je ne parle pas de fait de racketter les escrocs, parce que racketter les malhonnêtes, c'est malhonnête. Là, je parle je sais pas, tiens. de faire payer des gens qui ont pignon sur rue et qui génèrent beaucoup d'argent avec le marché de l'occasion. Et cet argent ne profite à aucun des ayants droit des œuvres concernées. Pas plus les éditeurs que les auteurs. Dans les zones grises, les soldes, je suis en train de me parler des éditeurs qui ne sont pas là. Donc on peut en parler. Mais il n'est pas en train de me parler de ceux qui... Voilà, donc la réforme de la retraite universelle, c'est ça, c'est de dire on va supprimer, on va gommer les différences, mais quand on a rencontré le haut-commissariat, ils nous ont quand même dit, ah bah écoutez, mettez en avant les spécificités, les particularismes de vos métiers, et on verra dans quelle mesure... Mais est-ce que ça va pas à l'encontre même du projet de retraite universelle? Défendre des particularismes, est-ce que c'est pas justement ce qu'ils veulent gommer? Alors il y a une subtilité entre spécificité et particularité. En gros, si j'ai bien compris, pour essayer de résumer, c'est si on va vers ce que le gouvernement veut mettre en place, soit si on veut gagner le même nombre de points de retraite qu'aujourd'hui, il faudra payer quasi 2 fois plus, peu de choses près. Si on vous demande de payer comme les salariés, oui. Voilà. Soit on continuera à payer comme aujourd'hui, mais par contre on gagnera 2 fois moins de points de retraite. Si on vous demande de payer comme les salariés, oui. Voilà, d'accord. Oui, j'avoue, je suis un peu inquiet sur le sujet parce que j'ai... Ah bon? Oui. J'ai eu la chance de rencontrer un des responsables et qui m'ont dit « Ah mais vous c'est bien, quand vous avez faim, vous êtes plus créatif. » Parce qu'il fait des nœuds avec le... Oui, il m'a cramé. Juste, enfin, les retraites, on ne peut pas en dire grand-chose. On peut dire 2 mots de la situation actuelle. Parce qu'effectivement, notamment les cotisations IRSEC, voilà, le RAP, le RACD, le RACL, enfin, c'est vraiment une usine à gaz parce que c'est des taux de cotisation différents avec, pour certains, une contribution de 50% de la SOFIA. Enfin bon, c'est un peu une usine à gaz. Quand même, le résultat pour tous ceux qui cotisent au RAP, c'est 1 mois de revenus vont à la retraite complémentaire. C'est absolument énorme. On arrivera à ce taux-là en 2019 ou 2020. Parce que chaque année, on augmente d'1%. Voilà, ça a été un assassinat progressif. Et donc ça, c'est un vrai problème. L'autre vrai problème, alors après, on n'est pas forcé de partager ce point de vue, mais c'est que nous, maintenant, des administrateurs au sein de l'IRSEC. L'IRSEC est un fonds de pension. C'est vraiment ceux qui exigent des taux de rentabilité dans leurs placements qui sont insupportables dans une économie réelle et humaine. Et c'est un vrai problème. Et on ne peut pas se dire qu'on construit nos retraites par ailleurs en assassinant toute l'économie mondiale. Voilà, donc il y a quand même un vrai souci. Donc la réforme des retraites, pourquoi pas? En fait, pour l'instant, on n'en sait tellement pas grand-chose que c'est difficile de donner un point de vue. Après, clairement, il faut que, compte tenu de la difficulté qu'on a à vivre de nos activités, il faut trouver un système un peu équilibré. Mais voilà, une retraite universelle, pourquoi pas? J'espère que mes camarades cheminots ne sont pas trop près, parce que là, je pense que je vais aussi me faire tuer. Mais on n'en sait tellement rien actuellement que c'est un vrai problème. Mais enfin, clairement, nous, on ne défendra pas l'IRSEC dans sa constitution actuelle, parce que c'est à la fois vis-à-vis des auteurs extrêmement contestable et vis-à-vis de l'économie générale totalement rapace, quoi. On est d'accord que là tu es intervenu en tant que SNAP et pas... Tout à fait. Tout à fait. Comme le temps
fil, et que j'aimerais quand même que le dernier point soit abordé, parce qu'il est éminemment important également, c'est celui de la réforme fiscale en cours. Donc si vous me le permettez, même si vous avez des questions, éventuellement si on arrive à avoir un peu de temps après, les poser, mais surtout aborder ce point fiscal en dernier lieu, et que l'on puisse faire un point, parce que concrètement, il y avait plusieurs façons de remplir sa feuille de déclaration de revenus et de payer ses impôts, et que la réforme qui est en cours pour 2019, c'est de dire, pour tout le monde, vous allez payer vos impôts à la source. Mais comment, concrètement, pour les auteurs qui, nous, n'avons pas de salaire, parce que autant c'est simple pour les salaires, autant ça devient plus compliqué pour nous qui ne touchons pas de salaire, comment ça va se mettre en place, quels sont les particularismes et comment ça va se passer pour les auteurs. Donc évidemment, vous avez tous reçu un avis d'imposition en septembre, et normalement, sur votre avis d'imposition, vous avez tous décortiqué ce qui s'y trouvait, et vous avez donc vu qu'est-ce qui allait se passer à partir du 1er janvier 2019. Je dis ça, je plaisante. Alors déjà, certains d'entre vous n'ont peut-être pas bien rempli leur déclaration de revenus pour les revenus 2017. Vous avez, je ne sais pas où, à l'entrée, il y avait un document des finances publiques. Alors, ça ne mord pas, prenez-le, et ça vous expliquera, pour ceux qui ont commis une erreur déclarative, pour ceux qui étaient en traitement et salaire, pour les revenus 2017, comment vous pouvez rectifier cette erreur. J'explique. Pour ceux qui étaient en traitement et salaire, jusqu'à maintenant, ils remplissaient leur droit d'auteur dans la même case qu'avec les salaires. Mais s'ils ont fait ça cette année, en 2018, pour les revenus 2017, alors ils n'ont pas donné la possibilité à l'administration fiscale de calculer l'incidence de la réforme des modalités de paiement de l'impôt à partir de 2019. Ils n'ont pas donné à l'administration fiscale les moyens de calculer le montant de l'acompte que normalement vous devez avoir à partir de janvier sur vos droits d'auteur. Parce que effectivement, pour les artistes auteurs, le système ne sera pas un système de prélèvement à la source, contrairement à ce qui a été présenté comme étant la réforme. La réforme est la réforme pour les salariés, pour les retraités, pour les fonctionnaires. Là, c'est prélevé à la source. Et ça fonctionne avec un pourcentage de ce qui est versé comme rémunération, qui est prélevé pour payer l'impôt sur le revenu dans l'année en cours. Pour les autres catégories de revenus, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pour les travailleurs indépendants, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour les revenus qui n'ont pas la qualité de salaire, de traitement, retraite, revenus fonciers par exemple, ou les revenus mobiliers, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Et il y a des acomptes contemporains, mensuels, qui sont calculés. Ces acomptes contemporains mensuels, qui n'ont rien de contemporain, ça c'est pour les auteurs aussi, peuvent être sur option, ça c'est pour les auteurs, je parle bien de ça, peuvent être sur option trimestrielle. J'espère que ceux d'entre vous qui ont regardé un petit peu leur déclaration de revenus ont opté pour le trimestriel, parce que c'est quand même probablement le système qui serait le moins bouleversant pour eux s'ils étaient dans des systèmes de tiers provisionnels. Après, pour ceux d'entre vous qui étaient mensualisés, prélevés mensuellement, à la limite, l'acompte contemporain ne va pas changer fondamentalement les choses. Donc il y a deux documents, parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer trop dans le détail, il y a deux documents qu'on vous a préparés, le document du ministère des Finances, de la DGFiP, et le document que le SNAC a établi sur les modalités de recouvrement de l'impôt. Lisez-les. Si vous avez des questions, rien ne vous empêche de nous appeler et de nous en parler. Et puis peut-être le mieux, c'est qu'on aborde les questions que vous avez éventuellement sur ce dont vous avez entendu parler. Est-ce que ça vous inspire comme inquiétude ou comme remarque? C'est peut-être plus utile dans cette dernière partie de la réunion de faire comme ça, parce que ou tu veux que je présente toutes les choses, je ne sais pas. Non, moi je reviens toujours pour les auteurs, c'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour les auteurs en 2019? A priori, si j'ai bien compris, ça ne sera pas un prélèvement, parce que c'est pas possible. Prélèvement des éditeurs à la source pour les impôts, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'ils peuvent savoir combien l'auteur gagne, et nous-mêmes ne le sachons pas. Donc ça sera mensualisé, avec une possibilité de le faire par trimestre, comme c'est plus ou moins le cas déjà actuellement. Mais il y aura des changements de fond, du coup, par rapport à...
En fait, cette réforme ne change pas le calcul et le montant de l'impôt. Hein. C'est juste les modalités de recouvrement. Avant, il y avait un décalage d'1 an minimum pour le paiement de l'impôt. Normalement, maintenant, il ne devrait plus y avoir de décalage. Sauf que pour les auteurs, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il y aura toujours un décalage. En début d'année, vous allez payer des impôts sur l'année en cours, mais sur la base d'un calcul prenant en compte vos revenus de N-1, c'est-à-dire les derniers revenus connus. Donc de janvier à août 2019, votre acompte sera calculé sur les revenus 2017 que vous avez déclarés. C'est ce qu'il y a de mentionné dans votre avis d'imposition de septembre que vous avez reçu. Est-ce que vous avez vu passer ça, ceux d'entre vous qui sont auteurs, est-ce qu'ils ont vu passer un acompte mensuel? Est-ce qu'ils ont percuté sur le fait que, à partir de là, qu'ils aient été en prélèvement mensuel ou en tiers provisionnel, le système est changé, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le disponible mensuel, puisque les impôts vont prélever cette somme mensuelle sur le compte personnel de l'auteur. Ce n'est pas celui qui te verse, qui fait le nécessaire, c'est le compte de l'auteur sur lequel est prélevé par l'administration fiscale le montant de la compte. C'est un prélèvement automatique, c'est un prélèvement automatique sur ton compte. Ouais. Voilà. Et si vous optez, ça peut, au lieu d'être mensuel, ça peut être trimestriel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Pardon, mais sur le côté trimestriel, moi j'ai vu le fameux somme mensuel, mais j'ai pas vu le truc trimestriel, la proposition. Dans ton espace déclaratif, il faut que tu optes pour trimestriel. Oui. D'accord, il y a une case à remplir pour Tout dire à je veux fait. trimestriel. D'accord. Tu as fait ta déclaration en ligne ou papier? J'ai fait en ligne. Normalement, tu as... Et papier, il y a une case aussi. Et tout ça, il y a possibilité de changer jusqu'à... C'est dans la circulaire. Non. Ça, c'est Benjamin, papier, il n'y a pas de case trimestrielle, c'est sur le site. Non, il n'y a aucune case. Dans tous les cas, Sur le site. à partir du moment où, quand on fait son solde d'impôt, alors, quand on est dématérialisé, techniquement, il n'y a aucun souci, dans le sens que au moment où on fait sa déclaration de revenus, on va renseigner un RIB, et à ce moment-là, on a la possibilité de cocher ou non. Il faut savoir que l'administration fiscale a décidé d'automatiser et d'imposer la télédéclaration des revenus. C'est poser la question des zones blanches pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, parce qu'il y a encore des gens en France qui n'ont pas accès à Internet chez eux. Pour eux, il y aura une exemption. C'est poser aussi la question des gens qui ne savent pas utiliser Internet ou qui n'ont pas d'ordinateur et donc qui font encore leur déclaration papier. Pour eux, il y a comment ça s'appelle ? Il y a la déclaration de revenus qui a été faite, l'avis a été reçu, il n'y a aucune case qui permet de cocher trimestriel. La seule chose qu'on peut faire, c'est une demande express auprès de son service des impôts des particuliers pour demander à être basculé en trimestriel. Mais ça ne se fait pas par défaut et il n'y a pas de case prévue. D'accord. Guillaume, tu voulais intervenir? Ouais. Pardon. Juste là où, parce qu'effectivement la réforme, là il n'y a pas de changement, si ce n'est qu'on passe de tiers provisionnel à des versements au trimestre, donc on passe de 3 à 4. Bon, c'est pas. C'est mensuel la règle. Oui, c'est mensuel, mais comme on peut opter pour le trimestre et que on est tous assez férus des déclarations, on va sûrement. Là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez moduler l'acompte, parce qu'évidemment, on a des revenus qui, par définition, sont assez fluctuants et que voilà, on ne sait jamais combien on va gagner. Donc vous pouvez moduler cet acompte. Le seul problème, c'est que si votre modulation est inférieure, alors après, il y aura probablement des tranches de pénalités différentes. Si c'est inférieur à ce que vous aurez gagné en fin d'année, a priori, vous aurez des pénalités. Alors, quand on explique aux impôts qu'on ne peut pas, la nature de notre activité, par définition, ne nous permet pas de savoir en début d'année combien on va gagner à la fin, c'est juste, ils ne comprennent pas. C'est même pas de la mauvaise volonté, on en a eu plusieurs des interlocuteurs, c'est pas dans leur schéma de pensée. Donc là, on a quand même un vrai souci, parce qu'on ne sait pas, par exemple, si on va pouvoir aller négocier la remise des pénalités, on est quand même dans un flou assez artistique qui promet d'être assez intéressant en 2019, je pense. Mais parce que tu n'aimes pas le flou artistique? Si, c'est... Bon, donc, si je reprends pratiquement, avant, les auteurs, ils avaient soit les tiers, et ils avaient à payer 15 février, 15 mai, le solde en septembre. Ou ils avaient un prélèvement mensuel, et auquel cas, chaque mois, ils savaient ce qui allait leur être prélevé, parce que sur leur avis d'imposition, on divisait par 10 le montant de l'impôt dû, et c'est ce qui était appelé tout au fil de l'année suivante. Demain, au 1er janvier 2019,
tout ce qu'il y avait avant s'arrête. C'est-à-dire que ce n'est pas une année, 2019, ce n'est pas une année où vous aurez 2 impôts à payer. Voilà. Je voulais aller au-devant de cette inquiétude. Donc, vous aurez par contre ce qui vous a été indiqué dans l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017. Si vous avez opté pour le trimestriel, ça sera trimestriel. Si c'est mensuel, c'est chaque mois. Au lieu d'être le montant de l'impôt dû divisé par 10, ça sera le montant de l'impôt dû divisé par 12. Donc a priori, les mensualités devraient être légèrement inférieures par rapport au prélèvement que vous aviez avant. Si vous êtes en trimestriel, si vous avez opté pour le trimestriel, vous aurez un trimestre en février, un trimestre en avril. Je ne me demandais pas pourquoi, le premier trimestre, s'il est en février, il n'est pas en janvier. C'est comme ça, c'est dans la note qu'on vous a préparée. Donc ça veut dire qu'à la même période, quasiment à la même période, c'est bien, les moineaux viennent même écouter ce qu'on a. Ça les intéresse, à la même période, vous aurez 2 trimestres que vous aurez payés, alors qu'avant vous aviez 2 tiers. Donc d'une certaine manière, on n'aurait pas payé plus avec le nouveau système qu'avec l'ancien système. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un bouleversement majeur pour les auteurs. En revanche, il y a cette histoire de la modulation. Effectivement, il y a des possibilités avec les systèmes de prélèvement à la source qui ont été autorisés, parce que la réforme a été présentée comme étant c'est plus juste, c'est mieux pour le contribuable. On n'a pas du tout dit c'est pour permettre de faire entrer l'argent plus rapidement dans les caisses de l'État et c'est pour que les contribuables fassent les avances de certaines réductions d'impôts ou de certains crédits d'impôt. On n'a pas du tout vendu ça sur ça, on a dit c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous pour que votre situation personnelle soit plus rapidement connue. Par exemple, mariage, naissance, donc quand vous avez des changements ou variation de revenus, retraite, baisse de revenus, etc., quand vous avez des changements majeurs, vous pouvez, soit sur votre espace personnel, quand vous êtes en dématérialisé, soit en allant voir le centre des impôts dont vous dépendez. Vous avez aussi un numéro de téléphone qui est indiqué dans la note de la DGFiP. Vous pouvez moduler en fonction des circonstances particulières. Après, il y a la modulation des revenus. Et là, pour les auteurs, c'est vrai que c'est la grande inconnue. Comment un auteur pourrait-il savoir au 1er janvier de l'année ce que va être le résultat de ses revenus au 31 décembre de l'année? Personne. Personne ne le sait. Si certains d'entre vous ont des activités qui sont relativement constantes depuis quelques années, ils peuvent faire des moyennes et se dire « Ah là, c'est plutôt une moyenne basse, là, c'est plutôt une moyenne haute », et donc moduler à la baisse. Je ne vous conseille pas de moduler à la hausse, hein. Vous pourriez le faire, mais c'est stupide, ça ne sert à rien de faire un placement sur les impôts. Hein. Ça n'emporte rien. Donc, il s'agit de moduler à la baisse, sauf que, comme le disait Guillaume, il peut y avoir une sanction si vous modulez trop. Si vous modulez trop, les impôts vont considérer que vous abusez, que vous minorez l'impôt que vous auriez dû payer au fur et à mesure de l'année. Et donc, dans la limite d'une marge d'erreur de 10%, si jamais vous avez modulé à la baisse de façon trop importante, vous pouvez avoir une majoration de votre impôt de 10%. Donc il faut modérer avec modération et avec raison. Moi j'entends ça, je dis ah oh là là, mais ça me fait peur, je ne vais pas moduler. Il y en a un qui souffle. Non, mais je veux pas, ça me fait peur, je ne vais pas moduler. Donc j'ai un chiffre, et si ce chiffre, si je paye trop d'impôts, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on ne change rien à une équipe qui gagne, on ne change rien à des systèmes qui fonctionnent. Vous aurez toujours une déclaration de revenus à faire. Donc, vous payez en 2019 vos revenus, vos acomptes provisionnels. Les revenus de l'année 2019 devront être déclarés en 2020. Et un avis d'imposition sur les revenus 2019 sera établi en septembre 2020. S'il s'avère que votre déclaration de revenus 2019 montre que vous avez payé pas assez, il y aura un avis d'imposition où on vous demande un solde. S'il s'avère que vous avez payé trop, il y aura un avis d'imposition accompagné d'un remboursement d'un trop payé d'impôt. Mais ça veut dire que quand même, si vous n'avez pas modulé ou si vous n'êtes pas intervenu avant la fin de l'année 2019 pour dire attendez, il y a un problème, ben vous aurez trop versé et vous aurez une avance de trésorerie jusqu'en septembre 2020. D'accord? Mais si on module à la baisse, il faut quand même être extrêmement prudent. Oui, c'est pour ça. le 10% de 10%.
Et oui, modération et raison, mais en fait, Et c'est ça- vrai que du coup, ça nous laisse Non, une mais- espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à me dire, oui, mais alors je peux moduler aussi souvent que je veux et autant de fois que je veux dans l'année, donc au 1er janvier, je dis que je dois 0. Puis je modulerai après, et puis j'appuierai en septembre. C'est peut-être un peu risqué quand même, parce qu'il faut quand même justifier de la modulation que vous prétendez avoir. Donc, je pense que l'administration fiscale va dire non, moduler à 0, sauf à ce que vous expliquiez que vous avez cessé vos activités, que vous justifiez que vous avez cessé vos activités et que vous n'avez plus aucune ressource professionnelle, ça ne passera pas. A priori, ça ne passera pas. Mais vous pouvez quand même moduler en disant, ben voilà, 3 mois se sont passés, j'ai 0 revenu, ou j'ai 30% de moins de revenus par rapport au premier trimestre de l'année précédente, donc je demande à baisser de 30%. Par exemple, Ça, un éditeur qui ne ça paierait demande- pas, ça demande à l'auteur de gérer un peu. un éditeur qui ne paierait pas ses avances de droit, ce qui n'arrive jamais, et qu'il met 3 mois à payer, tout à coup il paye ce qui a été la production des pages sur 3 mois, tout à coup finalement ça va changer. Il n'a rien gagné l'auteur les 3 premiers mois, il va moduler parce qu'il dit bah ouais mais attention, je ne suis pas payé, là j'arrive pas à me faire payer des avances de droit qu'on voit sur les pages. Et après il dit bon du coup je module mon impôt parce que je ne peux pas le payer mon impôt. Et du coup ensuite, la blague c'est qu'il module et en fait l'éditeur tout à coup paye ce qu'il devait comme page. En fait là concrètement... Non, là, warning. il n'y a pas de problème. Bah. Sauf si ça se passe en décembre, mais il n'y a pas de problème. Dès que l'auteur s'aperçoit que finalement, il a une recette plus importante que ce qu'il pensait, qui change la modulation qu'il avait faite, eh ben, il fait une modulation à la hausse. Et cette modulation, ça se fait sur le site en ligne? Sur le site en ligne ou en allant au centre des impôts dont vous dépendez, où vous pouvez faire le nécessaire avec l'inspecteur. Oui, mais des impôts. On peut faire cette modulation n'importe quand en fait. Oui, mais attention quand même à ce qu'elle soit faite avant la date fatidique Ouais. qui va clore l'année. C'est-à-dire qu'il faut faire ça avant novembre. Sinon, après, il risque d'y avoir un problème. Novembre de l'année. Ça va être J'ai ça. pas compris, novembre de l'année, C'est-à-dire qu'en 2019, si vous bougez plusieurs fois le montant de vos acomptes, il faut impérativement que en novembre, vous ayez apuré de façon que ce soit cohérent avec le minimum que les impôts avaient dit, Oui, pour qu'il n'y ait pas un problème. c'est à la fin de majoration. l'année alors, c'est pas pour l'année qui vient Non, novembre. non, c'est l'année en cours. On est, Je t'ai perdu, tu m'as dit. non, là on est dans une modulation dans l'année en cours. Parce que autant ce n'est pas un prélèvement à la source, autant c'est quand même un acompte provisionnel sur l'impôt de l'année. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de payer l'impôt de 2019 en 2019. On n'est pas en train de payer l'impôt de 2018 ou de 2017. Hein. On est vraiment dans l'année en cours. D'accord. Donc si tu permets 2 secondes, je vais faire mon petit résumé de l'idiot utile. Parce que c'est pas comme clair tout à ce que je l'heure. dis. Quoi. Non, c'est jamais très clair ce que tu dis, mais c'est clair pour toi, pas pour tout le monde. Il n'y a pas grand-chose de clair pour nous, si tu remarques bien. On n'est pas très malin là-dessus. Donc si je résume, je dois essayer quand même d'estimer tout ce que je vais toucher dans l'année en fonction de mes revenus des années précédentes. Et si pour des raisons X ou Y, parce que je fais un succès fulgurant sur un bouquin, parce qu'un éditeur suisse quelconque qui avait oublié de me régler pas mal de choses, Il y en a d'autres. se réveille, Totalement au hasard. ou pour hasard, qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, là je peux simplement prévenir les impôts pour leur dire ah, il y a eu un truc inattendu, vite, faut réajuster en fait. C'est ça le principe. Donc on les tient au courant en temps réel des Non. variations inattendues de nos revenus. Uniquement si ça a été pris en compte dans le calcul de la compte. Si en fait les revenus imprévisibles arrivent. J'ai pas compris, ça y est, je suis perdu. Non, mais je te dis, si les impôts te disent, voilà, sur la base des revenus, les derniers revenus que vous avez déclarés, 2017, vous nous devez un acompte de, mettons, 600 € par mois. Et puis il s'avère qu'en 2019, tu as des revenus beaucoup plus importants que les revenus que tu avais en 2017. Et donc, du coup, tu auras un impôt plus important. Mais tu n'as pas, toi, à tenir compte dans la modulation de l'impôt plus important. Ça, c'est au moment de l'avis d'imposition que tu auras un pas assez payé, et donc tu n'auras pas de majoration d'aucune sorte. Ça fait partie de la règle. Là où la modulation peut poser problème et il peut y avoir une majoration, c'est si tu sous-évalues ce que les impôts te demandaient. Tu dis, non, les impôts me demandaient ça, Moi, je gagne. mais en fait, moi, je ne veux payer que ça parce que je pense que je vais devoir moins d'impôts. Et en fait, non. Et là, ils ne veulent pas. Par contre, si tu gagnes plus que ce qu'ils avaient prévu ou calculé par rapport à tes revenus de l'année précédente, ça fait partie de la règle du jeu.
Et on continue dans la vie d'imposition. Une toute précision. Avant de conclure. Il faudrait qu'on parle quand même de l'année blanche. 2 minutes. Juste un tout détail. Effectivement, ça pose de soucis que si on module à la baisse. Après, il faut savoir que sur l'espace en ligne, depuis, mais ça a toujours, entre guillemets, toujours existé, depuis qu'on a la possibilité d'avoir un accès en ligne, vous avez la possibilité de faire des simulations d'impôts. Il y a un simulateur qui prend en compte votre coefficient familial et autres sur votre espace en ligne. C'est-à-dire que sur votre espace en ligne, vous ne pouvez pas anticiper combien vous allez gagner par la suite, mais par exemple, vous pouvez vous dire, au 30 juin, je regarde ce que j'ai gagné depuis le début de l'année, je sais ce que ça va représenter en impôts si je gagne la même chose sur toute l'année. Après, il faut refaire le point en novembre, effectivement, avant la date butoir, entre guillemets, mais uniquement si on a modulé à la baisse. Il n'y a aucun intérêt à moduler à la hausse. C'est si l'année dernière j'ai eu un gros revenu, que cette année je dois me poser des questions. Si c'est constant ou si ça augmente, on ne se pose aucune question, on paye juste ce qu'il y a à payer, puisqu'il y aura plus à payer en solde. C'est que clair, si ça baisse. Non, jamais. Mais c'est lié à nous. Hein. Là, on ne peut plus rien faire pour toi. Ah oui, c'est bien notre problème, nous les auteurs. C'est qu'on nous dit tout le temps, on ne peut plus rien faire pour vous. Je voulais savoir s'il y avait des questions. L'année blanche. Ah oui, l'année blanche, pardon, c'est vrai. Juste une chose, parce que on vous a parlé de l'année blanche, peut-être vous avez entendu dire, mais est-ce qu'il va y avoir une année où on va payer 2 fois? Non. Vous devrez déclarer les revenus de l'année 2018, mais vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus de l'année 2018, en principe, dans tous les cas, sur les revenus normaux, non exceptionnels, sur les revenus qui sont les revenus soumis au prélèvement à la source ou à la compte. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en mai 2019, vous faites votre déclaration de revenus 2018, comme d'habitude. En septembre 2019, les impôts établissent l'avis d'imposition au titre des revenus 2018. Donc ils vous disent combien vous devez d'impôts sur vos revenus 2018. Et là, en même temps, vous savez quel est le montant du crédit d'impôt qui va annuler ce que vous devez au titre de... Alors là, je vois ton épouse qui fronce les sourcils, comme si j'avais dit de concerter. Et en plus, je vais te dire comment ils appellent ça, c'est très joli comme terme. Le crédit d'impôt pour la modernisation de votre revenu. Voilà. C'est très joli. Attends, parce que tu t'es arrêté et j'essaie de comprendre. Non, on te dit combien tu dois pour 2018, mais en même temps on te dit ce que vous devez est annulé par un crédit d'impôt correspondant à la somme que vous devez. Concrètement, on a plutôt intérêt à mettre tous nos revenus sur 2018. non, parce que s'ils sont exceptionnels, justement, l'optimisation fiscale est une chose que les impôts n'aiment pas trop. C'est étrange. Enfin, ça dépend. Et donc, ils vont Ils sont très tolérants parfois. Ils vont regarder. Alors, la situation sera différente pour les BNC et pour les traitements et salaires. Pour les BNC, il y a un système d'évaluation de ce qui est normal, qui est les 3 années précédentes, l'année 2018, et l'année suivante. Si la moyenne de tout ça fait que 2018 est un pic exceptionnel, ils vont... Ce qui est possible pour un notaire. Ce qui est possible. Alors, il va falloir Mais voir on n'est pas nombreux. Hein. Et là, au moins, les pics exceptionnels, c'est plutôt dans l'autre on prend en sens. compte 5 années. Oui. Alors que pour les traitements et salaires, le texte en lecteur actuel ne dit rien. Ah, Donc, enfin, un le truc positif. exceptionnel est vraiment problématique. Parce que si jamais l'année 2018 a été une bonne année, alors le différentiel sera considéré comme de l'exceptionnel et sera imposé en 2019 en plus de l'imposition de 2019. En 2020? Oui. À l'issue des 5 ans. La régule, elle se fait en 2020. Pas pour les traitements et salaires. Ah si. Les correctifs, ils le font en fonction de si en 2019 ça a continué de croître ou si ça a stagné. Si ça rediminue, c'est à ce moment-là qu'il régule. Pour les traitements et salaires aussi? Pour les traitements. Parce que le texte actuel ne parle que des BNC. Oui, mais là c'est un point de vue plus général sur la réforme fiscale, un point de vue général sur comment ça se passe pour tout le monde. Et pour les salariés, il y a aussi cette contrainte. Je suis désolé, on va devoir conclure. Est-ce qu'il y a des Parce questions? que là, il y a une battle de juristes. Bon, moi je suis pas spécialiste. Tu le lâches en pleine... J'avais une question un peu plus large par rapport à... Est-ce qu'on sait le nombre d'auteurs qui peuvent accéder à la retraite finalement? Qu'est-ce que c'est qu'être retraité pour un auteur? Ah, c'est des questions simples. Alors, c'est quoi la question? C'est
l'espérance de vie d'un auteur. Le nombre d'auteurs qui ont droit à la retraite, et combien ils ont droit. Non, parce qu'en principe, en France, toute personne a droit à une retraite, à un moment ou à un autre. Mais combien il y en a réellement en France Honnêtement, moi je ne sais pas si quelqu'un peut répondre dans la salle. Non, même les étages de DVD sont pas encore commencés. Mais c'est très compliqué. Moi je n'ai pas la réponse à votre question. On sait par les chiffres qui avaient été mis en avant par l'IRSEC pour justifier la réforme que le nombre de personnes, la réforme en faisant des cotisations proportionnelles aux revenus, non pas des cotisations par place, on sait que le nombre de personnes bénéficiant d'une retraite et d'un niveau de retraite décent était tout à fait minime dans le régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs. Après, je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il en est. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a en théorie 260 000 auteurs identifiés dans les régimes artistes-auteurs à GESA-UDA actuellement. Dans les auteurs professionnels ou ceux qui étaient considérés comme tels dans le système de l'affiliation, il y avait 35 000 à la LDA et 10 000 de plus en assujettis mais qui ouvraient des droits à retraite, le moment venu, donc 45 000 en tout à peu près, et 20 000 à la GESA. Donc en théorie, on pourrait partir sur l'idée que ces chiffres-là, plus le chiffre de l'IRSEC qui dit qu'il y a à peu près 50 000 adhérents à l'IRSEC, c'est la base de ceux qui peuvent générer des droits au titre de retraite en tant qu'auteur. Je ne suis pas sûr que ça réponde clairement à votre question, qui était plutôt de savoir si quand on était auteur, on pouvait avoir une retraite décente. Mais même réellement, accéder à... De quoi on parle finalement? Parce qu'on augmente des cotisations pour finalement peut-être ne jamais avoir droit à la retraite. Si, vous aurez droit à retraite, mais vous aurez des droits qui seront... C'est comme toujours, hein, c'est vous payez, vous avez des droits. Si vous payez peu, vous avez peu de droits. Si vous payez beaucoup, vous avez beaucoup de droits. La retraite n'est que le reflet de la situation des individus pendant leur activité. Et en pire. En pire. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de retraite, on parle de revenu de remplacement. C'est-à-dire c'est un revenu de remplacement de quand vous êtes en activité. Et c'est un revenu en diminution par rapport à l'activité, puisque c'est un revenu de retraite. Mais à quel moment on peut cesser une activité? Et là, par rapport aux auteurs, ça risque d'être très compliqué en donné d'être à retraite, dans le sens on cesse notre activité d'auteur. Mais quand vous êtes auteur, vous n'avez jamais l'obligation de cesser votre activité. Vous pouvez travailler jusqu'à votre mort et toucher votre retraite. Et toucher votre retraite. Ça part là-dessus. Alors personnellement, je pars là-dessus, mais voilà, je soulignais... Vous pouvez liquider vos droits à la retraite tout en continuant d'être en activité. Tout à fait. Ouais. Vous pouvez toucher vos droits d'auteur quand vous êtes à la retraite tout autant que quand vous êtes en activité. Vous pouvez parler quand il y a le micro, ça on voit pas. Je liquide mes droits à la retraite, tu commences à percevoir la retraite, même si tu continues d'avoir une activité d'auteur par ailleurs. Juste un chiffre, que c'était ta question. La moyenne, avant la réforme de l'IRSEC, la moyenne, donc ça ne vaut qu'une moyenne, hein, forcément il y a des disparités énormes. La moyenne des retraites versées par an était de 500 € par an. Voilà. C'est la fête. Brièvement, je voudrais juste pour conclure. Alors on va devoir conclure parce qu'on est. Je voudrais juste finir sur une bonne nouvelle. Oui, après, je voulais dire quand même avant que. C'est quoi la. Attends, je te laisse la bonne nouvelle rapidement, s'il te plaît. Ouais, très rapidement, juste, alors je ne vais pas rentrer dans le détail. En 2016, on a réussi à faire passer un amendement dans la loi française contre l'avis du ministère de la Culture pour que les diffuseurs numériques type Google Images, etc., payent des droits d'auteur. Il se trouve que cet amendement est passé, ça a été extrêmement compliqué, et une jurisprudence de la Cour européenne a rendu sa transposition dans la loi française inapplicable. Vous avez peut-être vu passer, puisqu'il y en a pas mal été question, il y a eu un vote du Parlement il y a 3 semaines, 1 mois, qui a été plutôt favorable aux droits d'auteur, et il se trouve que ça relance la possibilité de faire rentrer dans la loi française, enfin d'appliquer dans la loi française cet amendement qui pour l'instant est de principe, et donc on espère pouvoir faire payer et cracher au bassinet tous les diffuseurs de contenu que sont Google, Apple, enfin voilà, tous les réseaux numériques, ce qui potentiellement peut faire considérablement augmenter les droits collectifs perçus par les auteurs. D'où l'intérêt d'adhérer à une société d'auteurs. Et comme vous avez beaucoup de chance, il se trouve que j'ai des bulletins d'adhésion de l'ASEF avec moi. Je craignais d'en avoir trop peu, mais heureusement, les foules ne sont pas au rendez-vous, donc j'en ai assez. Donc, vous pouvez dépenser 15,24 € aujourd'hui à bon escient. Ça permettrait que vos ayants droit ne vous le reprochent pas pendant 7 générations. Et donc, moi, de vous dire que, de vous remercier à tous et à toutes d'être venus, et aussi que tous les points qui ont été abordés ce matin, nous avons essayé, nous sommes en train de faire un récapitulatif qu'on mettra en ligne sur notre site snackbd.fr.
et Snack tout court, je crois aussi, parce qu'il y a 2 sites sur les Snack, Snack BD et Snack tout court, et qu'on va essayer de faire un point sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, on l'avait déjà fait, on va le remettre à jour, et tout ça sera en ligne évidemment. Évidemment aussi, un peu comme tu l'as fait pour la SAIF, le Snack aussi, ça passe évidemment aussi par les adhésions et qu'il n'y a pas meilleur soutien que de savoir qu'il y a des adhérents de plus en plus nombreux qui viennent et que tu voulais dire quelque chose. Juste une chose, on avait dit qu'on le ferait et on va le faire. On va faire l'annonce du fait qu'on va ressortir la brochure contrat commenté, contrat désossé, et expliquer pour le secteur de la BD. Alors, en principe, si tout se passe bien, ça sera pour Angoulême, mais voilà, on commence à travailler sur le sujet. On aura un soutien d'ailleurs de la DAGP et du ministère de la Culture pour la publication de cette brochure. Là, on a parlé que de social et de fiscal, mais dans la vie pratique des auteurs, il y a aussi les contrats, il y a aussi la discussion des contrats, il y a aussi l'information professionnelle. Donc ça fait partie du rôle du syndicat de mettre à disposition cette brochure et on va essayer de tenir ces délais. Tout à fait. Et je voulais remercier aussi le festival, la CIF évidemment, et puis Vucus et tout ce qui est devenu. L'univers. Et puis l'univers aussi, le bar qui nous a accueillis est bien accueilli, c'est un lieu agréable et sympathique. Merci tout le monde. Et puis on va essayer aussi de mettre tout ça en ligne sur la prise de son, si tout s'est bien passé, pour que tous les auteurs puissent en profiter un maximum des informations. Et encore une fois, rendez-vous sur le site également pour avoir tout ça par écrit. Merci beaucoup, bonne journée, bon festival et à très bientôt. Merci.